ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. Et donc, en dehors du CDD, les autres dettes qu'on a contractées là, ont servi à quoi? Voilà son vrai point de chute qui est là. Voilà pourquoi je lui ai posé la question, mais les différents PND qui ont été réalisés en Côte d'Ivoire là, quels ont été leurs coûts de financement? Il dit qu'il ne connaît pas. Je ne l'en veux pas parce qu'il ne connaît pas. Ça a coûté chez les, alors va chercher l'information, près de 45 000 milliards en 2011, en 2012, pardon, et 2025. Donc l'argent de CDD là ne peut pas dire que c'est ce qu'on a pris pour financer tous les développements qui ont eu en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas possible. Attends. Ça, c'est le premier point. Non, Andy, attends, pardon. Tu dis quoi? Tous les financements ont coûté combien? Près de 45 000 milliards entre 2012 et 2025, le coût des différents PND. Va te renseigner. Non, tu parles avec quelle source? C'est pas une histoire de va te renseigner. On va se renseigner. Mais tu prends, mais regarde, le PND là, ça va sur 4 ans. Le premier PND de 2012 à 2015, va voir le coût du PND. Ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire, je crois 11 000 milliards, je crois un truc comme ça. Et le deuxième PND en 2000, oh, s'il vous plaît, écoutez, le deuxième PND en 2016 et 2020 a coûté à l'État de Côte d'Ivoire plus de 32 000 milliards, plus de 35 000 milliards, comme ça. Blessing, s'il te plaît, mets Andy en grand, qui nous montre ça avec ses sources. S'il te plaît. Ok, attends, je te sors ça. Oui, c'est mieux ainsi, je suis d'accord avec. Ouais, c'est mieux ainsi, même en grand. Je te sors ça. Donc, je n'avais pas préparé, mais je te sors ça tout de suite là. Voilà, 2012-2016. Yo, il y a quoi? Le panel est mort là. C'est quoi? Non, il m'a dit, je suis en train de taper l'information, je vais vous sortir ça. Alors, ok, en attendant que donc ça, par exemple, attends, j'allume ma caméra. Le C22 dont il parlait là, a coûté, même en grand s'il te plaît, a coûté à l'État de Côte d'Ivoire près de 2 000 milliards. De 2012 jusqu'à 2021. Ça vaut rien du tout. Financement du PND. Financement du PND 2012-2015. Les premiers 4 ans, le premier PND là. Ouattara a reçu les bailleurs de fonds. La Côte d'Ivoire est au travail dans un climat de plus en plus apaisé. On va voir le coût du financement. Tout de suite là même. Alors, le chef de l'État a présidé à Paris la cérémonie d'ouverture de la réunion sur le financement du plan national de développement de la Côte d'Ivoire d'un montant de 11 000 milliards. Ça, c'était le premier PND. Donc, vous prenez et vous mettez ça à côté. Ça, c'est le financement du premier PND, 11 000 milliards. Deuxième PND, celui de 2016 à 2020. On va sortir aussi son montant aussi. Combien ça a coûté à l'État de Côte d'Ivoire? Moi, votre histoire là, je comprends plus rien dedans. Attends, je n'avais pas préparé, c'est pourquoi. Donc, mais ce sont les informations qui sont accessibles à tout le monde. Permettez 2 secondes que je tape, que ça sorte très rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, financement du PND de la Côte d'Ivoire de 2016, celui de 2016. Donc, le premier là, 2015, a coûté 11 000 milliards. Donc, ça, c'est en 2016, 19 mai 2016, sur RFI. C'est RFI qui publie, qui dit financement du PND. La Côte d'Ivoire repart de Paris avec moins qu'attendu. C'est-à-dire, on avait voulu plus, mais on a reçu moins. D'accord? Le gouvernement ivoirien était à la recherche du financement de son plan de développement de 2016. Est-ce que je peux poser une question? Attends, à la fin, tu vas poser. Je finis la liste de ce qui a fait. Accompagné d'une quinzaine de ministres, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Denka, a présenté ce PND mardi aux bailleurs de fonds multilatéraux et mercredi au secteur privé à la représentation de la Banque mondiale à Paris. C'est quoi qui est dans le PND la oh, s'il te plaît, écoute. Les engagements obtenus n'atteignent pas les quelques 30 000 milliards. C'est quoi qui est dedans? Qu'est-ce qui est dans... C'est quoi qui est dans PND là? 30 000, c'est la tour F là qui fait 30 000 milliards. Non, ça c'est péjoratif, ce que tu es en train de faire là. Laisse-moi. C'est quoi qui est dedans? Tu vas voir que toi-même. Il faut donc sortir le PND de 2016 pour voir un peu les... J'ai dit à Blessing tout à l'heure là, le problème que j'ai avec vous, c'est que quand vous parlez, moi je vous écoute attentivement. Mais quand je parle, vous interférez, ça me perturbe, j'aime pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout, après vous allez me reprendre. Les PND là sont publics. Tous les projets qui sont dans le PND là sont publics. Vous pouvez aller faire la lecture. Ne soyez pas paresseux jusqu'à ce point. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Pour l'instant, je parle du coût du financement. Tu n'as pas fait la lecture quand on t'a parlé de la fête. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je t'ai demandé tout à l'heure là, combien même a coûté même le CDD dont tu parles là, tu connais même pas le montant. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je dis, le premier PND là a coûté à l'État de Côte d'Ivoire 11 000 milliards. Le deuxième, la Côte d'Ivoire voulait plus, mais n'a reçu que de la Banque mondiale et de ses différents partenaires 30 000 milliards. Le PND qui a encouru en 2016 et 2020. Voilà ce que je dis. Maintenant, le troisième PND. Donc, on est déjà à combien? 30 plus 11 000, ça fait déjà 41 000 milliards. Le troisième PND maintenant, celui de 2021 à 2025. On va voir aussi ça coûtait combien à l'État de Côte d'Ivoire. 2021. Voilà. Donc, financement, sur gouv.ci, financement du PND 2021-2025 de 5 413,4 milliards de francs CFA.
Donc quand tu renues tout, on a autour de 45 000 milliards d'investissements depuis 2012. Voilà ce que je dis. Vous comprenez? C'est sous C'est toi qui ne sais pas calculer ou bien c'est nous on est bêtes. 30 plus 11, ça fait combien? Non, 11 plus 30, ça fait combien? Ah, pardon, j'ai dit 45, ouais, près de 40, pardon. Non, il a la même calculatrice que la Non, c'est vrai, vous avez raison. 11 plus 30, ça fait combien? Ça fait 41. D'accord. 41 plus 5. Non, 41 plus 5. Ça fait 46 000 milliards, pardon. Voilà. 46 000 milliards. Pourquoi tu nous mens? Non, c'est pas grave. Autant pour moi, c'est... La même calculatrice que la CEI, c'est des menteurs et tout. Oh, restons concentrés, les gars, on est dans un débat sérieux, s'il vous plaît. Donc, un peu plus de 46 000 milliards ont été investis en 2012 et 2025. Mais tu sais que les budgets des ministères sont dedans. Motion. Bon, allez, c'est pas la peine. Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas faire un débat comme ça, c'est pas la peine. Non, mais arrête de mentir, là. Arrête de mentir aux Ivoiriens. Arrête ça. C'est pas joli venant de toi. Arrête, s'il te plaît. Quand vous parlez, je vous laisse parler tranquillement. Andy, il faut... Blessing me donne la parole. Blessing, accorde-moi la motion. Oui, monsieur Tapé, attendez, vous allez avoir votre motion. Et monsieur Andy, c'est vrai. Les gars, s'il vous plaît. On t'a laissé exposer un peu. Il faut reconnaître au moins qu'on t'a laissé exposer un peu parce que tu nous avais dit que c'était juste placé. Je dis que toi, tu ne m'as pas laissé exposer. Je dis qu'eux, ils m'empêchent de développer. C'est ce que je n'aime pas. Je sais. Tu as exposé, on a compris, on a fait les calculs. Je crois qu'on est tombé à 46 000. Il n'y a pas de problème. Il y a monsieur Tapé qui a une motion rapide. Il va faire sa motion. Oui, monsieur Tapé. On va pas tomber dans le jeu de Andy. Montrer ici. Il a dit le PNB de 2021 à 2025 s'élevait à plus de 5 000 milliards. C'est ce qui a écrit. Et lui, en même temps, il fait un cumul depuis la prise du pouvoir de la Draman Ouattara et il nous fait un calcul de 45 000 milliards. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'il nous donne le chiffre exact promulgué par le gouvernement. Le gouvernement dit de 2011, quand ils sont arrivés au pouvoir, jusqu'à 2025, où on est actuellement, ils ont dépensé combien dans les infrastructures? C'est ça. Il ne peut pas faire un calcul mental. C'est pas possible. Mais qui t'a dit que le PND là, c'est que les infrastructures? Qui t'a dit ça en fait? Qui t'a dit le PND là, c'est... Andy, ce que tu nous as montré ici, c'est bien écrit de 2021. Monsieur, attends d'abord. Ce que je t'ai demandé, j'ai fait plus simple. Calme-toi. Il faut te calmer. Laisse, j'ai fini ma motion. Tu vas répondre. Je vais finir ma motion, tu vas répondre. J'ai dit ce que tu nous as montré là. On nous a dit de 2021 à 2025, ils ont parlé de 5 000 milliards. Montre-nous de 2011 à 2025. Ça s'élève à combien? Arrête tes calculs là. Tu aimes parler avec les preuves, non? Faut nous montrer, on va voir. C'est tout ce que je demande. Je dis, bon d'accord, laisse-moi, je vais répondre maintenant. Je dis, c'est ça le problème avec vous les gars là. Et au-delà même de toi, qui vient de sortir ça encore de ta bouche, vous tous c'est pareil. Parce que pour vous tous, dans votre imaginaire populaire, dans votre imaginaire, vous tous là, Alassane Ouattara, c'est que les infrastructures routières. Donc si on dit les infrastructures routières entre 2011 et jusqu'à je ne sais pas quelle année, a coûté 3 000 milliards, ça veut dire que c'est 3 000 milliards seulement qui ont été investis, tout le reste c'est fini. Non, ça ne marche pas comme ça, chers frères. Le PND là, c'est pas que les infrastructures routières. Ça englobe un certain nombre de choses plus larges. C'est carrément le plan qui a été mis pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et le développement de la Côte d'Ivoire, c'est pas que la route. C'est beaucoup de choses. C'est dans le domaine de la santé, c'est dans le domaine de l'éducation. Non, André, tu n'as pas compris ma question. André, tu n'as pas compris ma question. Je vais la reposer. Je vais reposer ma question puis tu vas pouvoir répondre. Le plan national de développement que tu as montré, PND, c'est marqué de 2021 à 2025. Il s'élève à plus de 5 000 milliards. Ça, c'est de 2021 à 2025. On est d'accord. Je veux que tu nous montres. De 2011, il faut faire un bilan. Mais il faut nous montrer. Le gouvernement a quand même fait un bilan. De 2011 à 2025, là, le gouvernement a dépensé combien dans le PND? C'est ce que je demande, c'est tout. Si tu n'as pas ça, tu dis tu n'as pas, puis on passe à autre chose. Il y a un PND de 2012 à 2015. Il n'existe pas le PND de 2011 à 2015. Ok, les gars, attendez. Jamais parlé 2012 à 2015. Faut écouter s'il te plaît. Donc tu l'as ou tu ne l'as pas. Est-ce que je peux placer un mot quand même? Andy, tu réponds rapidement à la question. C'est plus de 70 000 Voilà, milliards. s'il te plaît. C'est près de 70 000 milliards. De 2012 à 2025, si on doit tout totaliser. Quel 70 000 milliards? Bon, je ne sais pas où tu sors tes chiffres là. Peut-être après tu auras le... Moi, j'ai les sources, je ne parle pas comme toi. Oui, il n'y a pas de souci, c'est ce que je dis. Voilà, donc contrairement à toi, je ne vais pas mettre des trucs photocopiés. Bon, je ne sais pas. Ça monte déjà, ça commence avec des punchlines. Quand je vais envoyer, après ils vont dire que c'est moi qui vais mélanger le live. C'est pas du rap. Vous comprenez? C'est pas du rap, je suis pas C'est gratuit en plus, c'est ça je peux envoyer, c'est gratuit. Mais je pense que c'est pas ça le but du live. Le but du live... Donc si tu veux, tu peux envoyer. Oh, s'il te plaît, Ensemble, tu peux la fermer 2 secondes, s'il te plaît. Non. Laissez les gens prendre la parole. T'es pas obligé de parler comme ça. Ferme ta gueule, s'il te plaît, à la fin. Là. Bon, descendez-le, s'il vous plaît. Toi, tu es malade, toi, ton papa qui a construit la Bon, descendez-le. C'est comme ça, ben si, c'est comme ça, ils sont, hein. On les déconstruit, ils sont dans les propos bizarres. Motion pour lui, j'avais une motion pour lui. Oui, non, Ange, on va pas accepter ça ici. Tu vas pas venir manquer du respect au doyen sans, en tout cas pas devant moi.
Ça ne va pas exister. Andy, tu es en train d'exposer par rapport à quelque chose. Les gens veulent parler, tu les laisses parler. S'ils ont fait des motions, tu réponds aux motions. Mais le fait de venir, voilà, faire comme... Quand on va sur les panels de RHDP, on voit comment ça se passe. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites des choses qui ne sont pas forcément vraies qu'on est là, on écoute. Ça veut dire qu'on collabore ou bien on est d'accord avec tout ce que vous dites. Mais on vous laisse la peine au moins de parler là. Parler sur la thématique, on va quitter. Il est venu, il a commencé à faire les attaques personnelles là. Il en a tellement fait. Et M. Nsan, je le reprends ou bien on le laisse se calmer d'abord. Parce que... Remontez-le, qu'il se calme, c'est tout. Moi, je ne suis pas en guerre, qu'il se calme. On ne va pas crier cible les injures. Ok, mais Andy, pardon, il faut te calmer, tu vas exposer tranquillement, les gens vont faire leur motion, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit tout à l'heure, la blessing, c'est ma façon de parler, c'est voilà, comme ça, c'est ma nature. Je suis très calme, mais je n'accepte pas. Écoute-moi, s'il te plaît, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Quand je raconte des choses, c'est ce que je raconte. Je n'accepterai jamais, mais au grand jamais, que quelqu'un me manque de respect. Parce que c'est pourquoi je me garde toujours en premier de manquer de respect à autrui. Quand il a commencé, je lui ai dit, non, ça ne sert à rien d'envoyer des punchlines. Je voulais qu'on passe à autre chose. On dit c'est bon. Ok, on va passer à autre chose. On est là pour discuter, on n'est pas là pour se manquer de respect. Il y a Ange qui a... Je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. On dit c'est bon. Il y a Ange qui a une motion. Motion ici. J'ai aussi une motion. Vas-y avec ta motion. Bonjour tout le monde d'abord. Voilà. Oui, allez-y avec votre motion. Excusez-moi, je disais, les questions sont tellement spécifiques. On demande aujourd'hui au gouvernement en place de nous détailler la dette de plus de 45 000 milliards a servi à quoi. C'est ce qu'on demande. Quand on demande ça, vous nous dites, vous nous sortez les infrastructures. Donc nous on vous demande, est-ce que les infrastructures que vous avez fait là, tout, c'est bon, enfin c'est tout ça qui a coûté les 40 000 milliards, vous nous dites non, que ça a coûté plus de 3 000 milliards. Donc on demande maintenant, le reste de l'argent là, ça a servi à quoi? C'est ce qu'on demande. Le reste, quand on fait la soustraction des 3 000 milliards dans les plus de 45 000 milliards, il y a un reste. Le reste là, ça a servi à quoi concrètement qu'on ne peut pas, on ne sait pas. Ça c'est la question. Ok. Merci à ceux qui envoient les balles. Et Andy, est-ce que vous pouvez répondre au moins? Ou bien si vous ne pouvez pas, s'il vous plaît, vous dites que vous ne pouvez pas, on va passer à quelqu'un. C'est ce que je disais tout à l'heure à taper Morel là. C'est la même façon de raisonner, c'est la même façon de poser les questions encore qui revient encore. Vous dites non, vous avez investi 3 000 milliards dans le réseau routier, donc le reste de l'argent a servi en quoi? Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait que des routes qui avaient été posées en Côte et sous Alassane Ouattara. Non, c'est pas vrai. Blessing, s'il te plaît. Pardon, faut dire à Andy que c'est une question fermée. Tu lui as demandé, est-ce qu'il peut répondre? S'il ne peut pas répondre, il dit je ne peux pas répondre. Et puis on avance. Pourquoi il va venir argumenter pour fatiguer nos oreilles? Ok, c'est bon, on conclut. Je ne sais pas, il a quel problème avec moi, c'est Demlin là. Bon, c'est bon, on conclut. Je suis en train de lui répondre, s'il te plaît. Pour dire au frère. Non, je suis en train de lui répondre. Pour dire au frère. C'est bon, on va passer à quelqu'un. Et même 30 secondes, s'il te plaît. Andy, c'est bon. Ah, c'est bon. Il y a M. Christian depuis là qui n'a pas encore eu la première prise de parole. M. Christian, vous êtes là? Je suis là. Voilà, allez-y. Bon, Andy, je ne sais pas, pardon, Blessing, je ne sais pas, plutôt, je dis Andy Blessing, je ne sais pas. Le débat allait tellement, je veux dire que on avait tellement de choses à dire à un point précis du débat qu'on n'a pas eu l'occasion de prendre la parole. Mais quand même, je veux éclaircir certaines choses. C'est vrai qu'on est sur le bilan aujourd'hui. Je sais pas, je voulais revenir légèrement en arrière parce que quand on fait les panels, bien quand vous êtes sur les panels, c'est pour vraiment informer les Ivoiriens ou bien c'est pour qu'on puisse avoir des informations. D'autres vont chercher, d'autres vont pas chercher. Bref, aujourd'hui on est sur le bilan de Ouattara. Moi, je vais me prononcer après sur le bilan de Ouattara parce que comme on est en train de faire des recherches, nous tous, pour effectivement sortir, si vous voulez, les calculs, comme on le dit. Ils ont pas, tout à l'heure, quand Andy parlait de, non, pas Andy Thielé, bien, en tout cas, tout ce qu'il donnait comme information là. Effectivement, moi, je suis allé chercher toutes ces informations-là. Donc, on se retrouve effectivement à près de 2 000 milliards qui a été investi par, comment ils ont appelé ça même? Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est le C2D, il parlait de ça. Donc, la question justement qu'on pose, c'est tout le reste des investissements, ou bien tout ce qui a été fait, tous les 35 000 milliards, les 32 000 milliards, le reste a servi à quoi? Parce qu'on nous a vanté les routes. Ils ont passé tout le temps à nous vanter les routes, et qu'ils ont fait les routes, et qu'ils ont fait les écoles, et qu'ils ont fait ceci. Maintenant, le souci, c'est que quand on rentre maintenant en profondeur de ce qu'ils prétendent avoir fait, on se rend compte que beaucoup de ce qui a été fait
a été fait par exemple par d'autres organismes. Donc on s'est dit, bon, si ça a été fait par d'autres organismes, si ça a été fait par, je vais dire que par d'autres organismes qui nous ont aidés, donc nous-mêmes là, on a fait quoi? Ou bien l'argent qu'on a pris là, ça a servi à faire quoi effectivement? Parce que c'est maintenant qu'on rentre dans les détails. Puisqu'au départ, on n'avait pas tous ces calculs, on n'avait pas toutes ces données-là. On voyait des choses qui sont construites à Abidjan, on voyait des travaux par-ci, par-là, en disant que la Côte d'Ivoire était en chantier. C'est maintenant qu'on rentre dans les détails. Donc, il ne faut pas qu'ils se fâchent quand on leur pose des questions. Il faut qu'ils nous donnent les détails. Parce que maintenant, on veut avoir les détails. Puisque maintenant, on a l'heure du bilan pour avoir les détails. Pour revenir en arrière, ceci étant dit sur ce que vous êtes en train de dire, pour revenir en arrière. Moi, j'ai ici devant moi, je suis allé chercher au temps de Gbagbo. Parce qu'on disait que Gbagbo n'a rien fait. Nous aussi, on est allé chercher au temps de Gbagbo, où le FMI et la Banque mondiale est en train de féliciter le régime Afin-Guessan parce qu'ils disent que ils ont fait... Attendez, je vais lire rapidement. Hein. On dit le pays lourdement endetté, c'est un rapport de ChatGPT qui parlait du gouvernement de Afin-Guessan en 2000 et 2002, parce qu'on prétend que Gbagbo n'a rien fait. Mais quand je finis de lire, maintenant j'explique certaines choses. Le pays lourdement endetté, entre parenthèses, plus de 10 milliards de dollars fin 2001, était confronté à des difficultés majeures, pauvreté, ajustement structurel et fragilité politique. La Banque mondiale et le FMI ont donc salué la discipline économique, la restructuration de la dette, la restructuration de la dette et l'engagement vers la rigueur budgétaire tout en maintenant leur accompagnement technique et financier. C'est pour dire que le régime Gbagbo, là, de 2000 à 2010, 2002, avant que la guerre n'arrive, là, avant que la guerre ne se crée, là, ils étaient dans une dynamique. Et c'est la Banque mondiale même qui est en train de faire. Moi, j'ai tapé tout à l'heure sur ChatGPT, j'ai tapé encouragement, ou bien j'ai tapé encouragement, mais c'est pas, en tout cas un truc comme ça de la Banque mondiale, du FMI par rapport au régime Afin-Guessan. Et c'est là que c'est sorti. Je peux vous montrer, mais vous allez voir. Pour dire qu'ils étaient dans une dynamique. Et c'est là que la crise est survenue. Donc, ne disons pas qu'ils n'ont rien fait. Parce que cette crise-là, moi je me dis que je n'ai pas dit qu'elle est venue à point nommé, mais elle est venue pour casser la dynamique dans laquelle ce régime-là était. Excuse-moi de revenir un peu en arrière, c'est pour qu'on puisse être éclairé. Parce que moi, je suis fatigué d'entendre ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. On est tous dans ce pays-là. Moi, j'ai un certain âge. On a vu ce qui s'est passé. Ils étaient dans une dynamique. Et c'est la Banque mondiale même qui a félicité. Parce qu'en ce moment-là, on n'avait pas Internet, mais on avait RFI. Et moi, je me rappelle que RFI avait critiqué le fait qu'on avait mis Afin-Guessan comme Premier ministre quand ils sont arrivés au pouvoir. Mais c'est même RFI-là, après, qui a félicité pour dire qu'ils n'avaient jamais vu un gouvernement travailler aussi précisément et aussi, en tout cas, ils étaient très précis dans leur manière de faire. Parce que le monsieur, il avait un programme de gouvernement depuis des années et il attendait seulement de venir au pouvoir pour élaborer son programme. Et quand il est venu au pouvoir, tac, 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 avec les budgets sécurisés, avec les ceci et cela, ils ont commencé à travailler. Et pas en 2002, il y a eu la cassure avec la crise. Et quand la crise est survenue, on a vu tout ce qui a été occasionné comme gabégie, c'est-à-dire que tout est parti dans tous les sens. Mais quand une crise est là, mon ami, lui cherche à... C'est le fauteuil maintenant qui... C'est-à-dire que tous les programmes que tu veux mettre en place, les programmes là, finalement, tu ne peux plus t'occuper de ça. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui au président Alassane de travailler pendant 15 ans sans bruit, on peut dire en griffe, sans quoi que ce soit, bénéficier de PPTE, bénéficier de tous ces projets-là. Maintenant, la question qu'on pose, c'est-à-dire qu'avec tout ce dont on a bénéficié pendant 15 ans, là, si c'est ça qu'on voit, on va critiquer ça maintenant pour dire que vous avez tellement parlé, vous avez tellement dit que le bilan est inattaquable, ceci et cela, tant et cela. Maintenant, quand on rentre dans les détails, maintenant on se rend compte que, on veut bien comprendre. Parce que si les routes, les grands travaux que nous avons vus ont coûté 3 000 milliards, à peu près 3 000 milliards. Mais quand on rentre encore dans les détails, on se rend compte même que ce n'est pas tout que vous avez fait. On nous dit par exemple que le Grand Carrefour a été fait par l'USAID, on nous dit que ceci a été fait par ça, ceci a été fait par ça. Donc maintenant, on veut regarder maintenant dans les calculs, dans les comptes pour savoir exactement. Donc il ne faut pas que les gens disent là, c'est fâche. Il ne faut pas qu'ils pleurent. Maintenant, on veut regarder dans le fond pour savoir exactement l'argent, là, les 32 000 milliards qu'on a pris là, ça a servi à quoi? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, je ne sais pas si les gens ont pensé. C'est assez clair. C'est la question qu'on leur pose depuis, ça fait pratiquement 10 heures de panel, ils ne répondent pas à la question, ils vont ici. Et je ne sais pas si M. Léo est là. M. Léo, est-ce que vous êtes là? 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 M. Léo, est-ce que vous êtes
Ah, parce que s'il ne quitte pas en pause café, ça va nous fatiguer. Ça fait chuter le live même. Ça a trop fait chuter le live. Monsieur Léo, est-ce qu'il est là? Ah, il n'est pas là. C'est pas grave. Ok, on va avancer. Quand il va venir, il va. Non, je parlais de Monsieur Léo. Il y a, comment dirais-je? Et Monsieur Killer, oui, vous avez la parole. Monsieur Killer, est-ce qu'il est là? Faut te démuter, hein. Tu es muté, hein. Ok, Monsieur Killer n'est pas là. Monsieur Ange, avant que le doyen Sang ne prenne la parole. Monsieur Ange. Monsieur Ange, est-ce que vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ok, donc c'est votre temps, hein. Ah, d'accord. Bon, je suis resté là tellement longtemps, il y avait des choses à dire pendant que d'autres parlaient. Mais bon, je pense que tout le monde a dit ce que je voulais dire. Voilà. Mais je vais dire que quand on demande à quoi l'argent a servi, quand il s'agit de donner les choses, les détails sur les infrastructures, ils nous donnent ça sans problème. C'est vrai qu'il y a quelques failles, mais ils nous sortent ça rapidement. Il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit... Monsieur Léo. Pardon, tu es en train de faire chuter. Mon live était déjà à presque 300 personnes. Tu as fait revenir ça à 150. Mais Blessing, désolé, ils ne savent même pas, pardon. Ah, ça a fait chuter. Sinon, mes abonnés, là, ils tapotent. Les gars, tapoter, ça va monter jusqu'à 300. Désolé, pardon. Voilà. Donc, mais c'est pas pourquoi ça fait ça, même. Quand il s'agit de donner les détails sur les infrastructures, ils sont premiers. Mais quand on demande le reste, ça servi à quoi? Ils vont nous sortir l'éducation, ils vont nous sortir la santé, mais donner plus de détails, façon de donner les détails sur les infrastructures, donner plus de détails aussi dans l'éducation et puis dans la santé. Vous nous dites à longueur de journée, quand on demande votre bilan, vous nous dites l'autre a fait quoi? L'autre a fait quoi? Chaque jour c'est comme ça. Autant de lui il a fait quoi? Autant de lui il a fait quoi? Pourtant, c'est pas de ça qu'on parle. Je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé. Vous avez dit, vous en avez marre. Il faut que vous soyez là pour changer nos conditions, nous les jeunes. Parce que moi, je suis un enfant. Voilà, il n'y a pas vu que les Blessing, pardon, c'est pas pour vous couper. Désolé, mon frère. Blessing, il y a une maman qui est en bas là. Tu peux le faire monter. Il y a une maman qui est en bas là. Faut trouver une place pour elle. Comme c'est une maman là, voilà. Oui, je vais trouver une place. Mais toi-même, Léo, tu vois, quand tu quittes là, je ne vais plus quitter, Voilà, ok, j'ai compris. Voilà. Merci beaucoup. Blessing. Oui. Je vais descendre, après ça je vais remonter, je vous écoute. Ok, il n'y a pas de problème, merci. Allez-y, monsieur Ange. Voilà, donc, quand il s'agit attends, j'étais en train de dire quand même. Qu'est-ce que je disais? Voilà, vous nous ramenez au passé, disant que truc, mais vous avez fait un truc pour dire que vous en avez marre. Et nous, les jeunes, en ce moment, vous nous avez dit que tout ce qui était là, ça devait pas être là. La vie était chère, on n'avait pas d'emploi, vous nous avez raconté beaucoup de choses. On a dit, ok, on vous a suivi. Mais aujourd'hui, avec tellement de promesses que vous avez fait, on remarque que les promesses c'était imaginaire. Même étant là, vous avez parlé de, je prends l'exemple même qui est tout près là, 1 milliard par jour de la jeunesse. Même si moi, j'ai pas reçu, nous sommes en Côte d'Ivoire. Si un jeune quelconque avait reçu, forcément, on allait entendre ce bruit-là, pour dire que tel jeune a reçu telle somme pour financement de tel projet. Mais on n'a rien entendu jusqu'à l'année de la jeunesse. Notre année là, c'est passé. Rien entendu. Voilà. Donc ça, ce sont des... C'est de ça qu'on est en train de parler au début. C'est ça qu'on est en train de parler au début. Disant que qu'est-ce que vous avez dit et puis vous n'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez fait. C'est tout ça là. C'est tout ça. Excusez-moi. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur Andy, s'il vous plaît, quittez en pause là. Voilà, vous savez, le gouvernement RHDP, là, vraiment, les promesses, là, sont trop. Même, ils ont promis 1 million d'emplois chaque année, on ne sait pas où c'est rentré. Vraiment. Voilà. Il y a tellement de choses, même étant les étudiants. Vous avez parlé, dans le programme de gouvernement, je pense qu'ils en ont parlé, de la vie des étudiants. Ils allaient améliorer la vie des étudiants, ils allaient faire les emplois. Mais quand ils sont arrivés, d'abord, les chambres universitaires même ont grimpé, qui étaient de 3 500 et passé à 6 000 francs pour les chambres communes. Maintenant, les chambres individuelles, de 6 000 francs, c'est pas ça. Il y a eu plein de promesses que vous avez faites. Et quand vous êtes arrivé, ça a été le contraire. Comme j'ai dit, je suis jeune. Quand je prends ma vie de en bas là-bas, c'est-à-dire dans les 2005, 2006, 2016 jusqu'à 2011, moi, j'arrivais à manger avec 50 francs.
C'est vrai que j'étais petit, mais avec 50 francs, j'arrivais à manger. Aujourd'hui, même avec 1000 francs, si toi tu as faim, avec 1000 francs même pour manger, si c'est pas peut-être pour aller manger des trucs qui sont pas bons pour notre santé là, avec beaucoup de trucs, tu peux pas. Et en ce moment-là, il y avait une crise, hein, il y avait la guerre, mais les choses étaient accessibles à tout le monde. Mais aujourd'hui, où tout est en paix, c'est-à-dire il y a la paix partout, tout est calme. Et puis vous avez tout, hein, à votre disposition, vous avez pris les crédits, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tout est devenu comme ça aujourd'hui? C'est que vous avez plein hier. Pourquoi tout est devenu comme ça aujourd'hui? Et quand on parle, vous trouvez qu'on est d'une opposition, ou bien on n'aime pas telle personne, ou bien on marginalise telle personne. C'est pas ça. Quand il y a un truc qui ne va pas, il faut le dire. On laisse cette affaire des partis politiques. Quand il y a un truc qui ne va pas, normalement, il faut le dire. Je devais revenir simplement, comme j'étais là au début, je vais revenir rapidement. Ah, c'est fini. Bon, mon temps est fini. D'accord. Ouais, en une minute, vous chutez, vous pouvez revenir rapidement sur ce que... En une minute, vous pouvez chuter. D'accord. Ah, ou bien, vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit là? Non, j'ai pas entendu. J'ai dit de chuter en une minute, quoi. Ce que vous avez voulu dire là. Au moins rapidement. Ah, oui, d'accord. Donc, je disais, comme je t'ai parlé au début, je vais parler rapidement du frère qui parlait de... Ils ont été marginalisés. Lui-même, sa propre vidéo, bon, je pense que ces gens-là, ils écoutent et puis ils aiment ce qu'on leur dit là. Ils préfèrent prendre ça que de regarder les faits. La vidéo que lui-même il a envoyée, ce qu'il a été dit dedans là, c'était tellement clair. Mais comme il a dit quelque chose auparavant, il a pris ça pour mettre dans sa tête. Parlant de la marginalisation, le président Laurent Gbagbo a dit dans la vidéo, il a fait un résumé bref, il a dit dans la vidéo que les gens des autres pays qui font frontière, on a plusieurs frontières. Le Ghana et puis comme on écrit le Kwame du Ghana et puis le Kwame de Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Donc ceux-là, on peut pas les regarder en tant que tels, contrairement aux Maliens ou bien aux Burkinabés ou bien aux trucs qui eux, ils ont à peu près le nom comme les nordistes d'ici. Donc si on ne regarde pas leurs pièces, il sait pas. Je pense que c'est la raison qu'il a donnée. Ça ne veut pas dire que non, le gars du Nord qui est ivoirien n'est pas ivoirien. Non. C'est un contrôle qu'il veut faire pour savoir qui est là en face, c'est tout. C'est ça. Donc, ça, c'est pas une marginalisation. Et puis, il faut qu'on arrête ça là même. Nous ne sommes pas jeunes et nous ne sommes pas nés d'avant-hier là. Il faut qu'on arrête cette histoire des marginalisations d'étrangers, tout ça. Je vais m'arrêter sur ça et puis on va écouter les autres. Vraiment, merci pour cette prise-là. Je crois que il y a une maman qui est parmi nous, avant qu'on lui donne la parole à Insan. Il y a une maman qui est parmi nous, elle va se prononcer et puis on va passer la parole. Oui, merci beaucoup à vous, une maman, c'est trop génial. Oui, merci à Mr. Léo. Il m'invite à chaque fois sur ses panels, mais j'ai pas le temps, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, je réponds à son invitation et puis je vois que les hommes sont là dans beaucoup de discussions et l'heure du bilan va sonner dans quelques temps. Pour l'heure, c'est le parrainage. On met un pied après l'autre. Pas de charrue, la charrue avant, les bœufs avant la charrue ou la charrue avant le bœuf, bref. Donc, ce qui fait que les gens prennent le temps avant de répondre à ces gens-là, qui pensent que nous sommes, comme dit Gbagbo lui-même, des gawas, qui pensent que il suffit juste de nous montrer des porte-clés, comme beaucoup de filles ici, on leur montre juste des porte-clés. Moi, j'ai un ami qui disait cela, juste des porte-clés, ils ont toutes les filles qu'ils veulent, sans avoir une voiture. Donc c'est pareil avec, c'est l'esprit même de l'Africain. Il suffit qu'ils voient deux petites constructions. Oui, non, il faut qu'on dise à ce qu'on dit là. On a pu avoir toutes ces réalisations que nous voyons, nous sommes sur Abidjan, que nous voyons, parce qu'il y a eu l'achèvement du point PPTE, de Bon Boabré qui a eu ce génie-là, qui a eu à mettre un budget sécurisé en place. Même si la Côte d'Ivoire reste un pays solide, la Côte d'Ivoire est un pays solide. On a vu des pays là qui ont chuté ici, qui sont remontés, nos voisins du Ghana d'à côté. Parce que la Côte d'Ivoire, de façon spirituelle, instinctive, est un pays solide et stratégiquement bien posé. Je me souviens quand j'étais enfant, devant la télé, des bailleurs de fonds sont venus. C'est là que j'entendais le mot bailleur de fonds. Pour moi, ça veut dire des gens qui viennent avec des valises d'argent et qui ont dit à la télé, un journal télévisé, devant la télé, je ne vais jamais oublier, que la Côte d'Ivoire est un pays stratégique, stratégiquement bien situé. C'est comme si Dieu a tracé un peu comme la Palestine, quoi, bien situé en plein centre de quelque chose d'important. D'où Gbagbo s'est retrouvé dans le tourbillon du golfe de Guinée. Que les jeunes qui sont nés en 2000, en 2006, en 2010 doivent aller voir. Moi, je regarde des histoires même de 1800 par là. Parce que quand on comprend l'histoire, on comprend tout. Oui,
Oui, n'a rien à voir. Non, je vous parle de... Moi, je veux que les gens comprennent. Je peux parler de langage juridique ici et philosophique ici, en tant que juriste, mais ça ne va apporter rien du tout aux uns aux autres. On peut être très intellectuel et ça n'apporte rien. Il faut que les gens comprennent. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas ne pouvait pas prendre de nouvelles dettes. En fin des années 90, 98, 99, avant qu'il y ait le coup d'État, il y avait des difficultés économiques. On ne pouvait pas prendre de nouvelles dettes. Et là, Bédi, il part, Gbagbo vient, il est devant une réalité. Donc, il faut payer les dettes. Donc, quand il commence à payer les dettes, il met en place une stratégie par son ministre de l'économie. Et ce budget sécurisé, c'est réutilisé par l'AES en ce jour. Même par le grand Trump. C'est nous qui l'avons inventé. Ou c'est nous qui l'avons bien utilisé. Aucune idée. Donc, on met quelque chose, ouais. Ouais, qu'on soit intelligible. Moi, je suis pas venu pour faire, non. Quand je connais plein d'hommes, quand une femme parle, ça les gêne. Quand tu vois une femme très intelligente, ça les gêne. Je suis pas venu pour faire ce genre de débat. Voilà. Je peux te parler parce que j'étudie aussi les sciences politiques, je peux parler très politique, mais je veux qu'on se comprenne. Moi, j'aime comprendre les choses. C'est parce qu'on a pu rembourser ces dettes-là qui nous permet d'atteindre un point qu'ils appellent le point d'achèvement, qui nous permet de pouvoir prendre de nouvelles dettes, pouvoir s'endetter à nouveau. Simplement, c'est quoi? Et ça, Gbagbo l'a bien expliqué dans une vidéo qu'on retrouve sur Internet. Parce qu'Internet n'oublie pas. Où il dit, c'est derrière cet argent qu'ils courent tous. C'est-à-dire que j'ai de l'argent. J'ai peut-être 10 000 francs CFA. Dans les 10 000 francs CFA, il se trouve que 5 000 francs vont pour le remboursement de mon voisin à côté. Donc, il me reste seulement que 5 000 francs pour vivre, alors que je dois vivre normalement avec 8 000 francs. Donc, puisque 5 000 francs vont pour rembourser une dette, donc je suis obligé de retrouver une stratégie avec mon budget de 5 000 francs qui me reste. C'est ça le budget sécurisé. Je vis avec ce que j'ai. Je ne cherche pas à aller prendre encore d'autres dettes pour pouvoir être engouffré dans des dettes comme l'est le Liban aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends... Attendez, ne m'envoyez pas des invitations. Donc, qu'est-ce que je fais? Je finis de rembourser ce crédit, cette dette-là. Et quand je finis de rembourser cette dette, les 5 000 francs que j'ai pris pour rembourser la dette me reviennent. Donc, ça fait que je commence à avoir plus d'argent sur moi. Donc, je peux investir les 5 000 francs qui allaient pour la dette du voisin à d'autres choses. C'est cet argent qui nous revient. C'est pas parce que quand on a fini de donner le PPTE, quand on a fini de rembourser, l'argent qu'on prenait pour rembourser nous revient. Parce qu'on ne doit plus rembourser. On ne doit plus prendre 5 000 francs encore pour rembourser. Donc, on a plus 5 000 francs sur nous pour vivre, mais on a encore 10 000 francs pour vivre. Moi, je quitte là, quelqu'un d'autre vient me prendre ma place, et cette personne voit que cet argent est là. Et que le fait que j'ai fini de rembourser, mon voisin me dit, mais puisque tu m'as montré ta bonne foi, tu peux reprendre d'autres crédits. Tu peux reprendre d'autres crédits. Tu peux reprendre d'autres dettes. Donc, je deviens éligible sur les marchés financiers pour pouvoir prendre d'autres dettes. Mais puisque je ne suis pas là et que celui qui est venu n'a pas vu cet effort fait, même s'il m'a vu faire à travers ses ministres qui étaient dans le gouvernement, quand il vient et qu'il commence à agir, puisqu'il a vu qu'il y a de l'argent qui est là et la possibilité de prendre de l'argent sur les marchés, il va sur les marchés. Il emprunte sans s'en rendre compte. Il n'a pas appris à sécuriser un budget, il n'a pas appris à manier cet argent-là. Même s'il a été dans le monde financier, mais il a vu gérer une petite entreprise et gérer une grande entreprise. Moi, en tant qu'entrepreneur, je sais, c'est pas la même chose. Donc, il vient, il a la possibilité d'emprunter sur tous les marchés possibles. Il va emprunter plus l'argent qu'il a encore à travers le retenu du PPTE, parce qu'on ne rembourse plus. Donc, ça fait beaucoup d'argent. Il commence à construire. Nous tous, on commence à voir que ça construit. Mais la vie devient dure. L'argent ne circule pas. Pour que l'argent circule, il faut que je te fasse gagner toi de l'argent pour que tu puisses dépenser cet argent, pour que tu puisses embaucher des gens qui puissent avoir un pouvoir d'achat. C'est ce qui fait l'Europe. Puisque nous, on a fait l'Europe. Donc, on n'a plus de pouvoir d'achat. Je suis dans les affaires, je vois. Je pouvais vendre facilement 5 fois plus. Aujourd'hui, je vends une fois moins. Je dis même pas plus, une fois moins. Donc, voilà ce qui se passe. Il commence à construire. L'argent, la vie devient dure pour les uns et les autres. Il y a certaines activités qui nous font croire que, mais il y a quelque chose qui cloche. Et nous serons arrivés à l'heure du bilan, où on réalise ce que tous les uns et les autres disent là, celui qui est descendu, Nemelin et un autre, j'ai oublié le nom, qui disent, mais, et le jeune ange qui dit, mais où sont passés tout cet argent?
C'est là où on réalise qu'ils sont allés prendre beaucoup d'argent, c'est-à-dire on a maintenant 10 000 francs sur nous, et ils sont allés emprunter 20 000 francs. Et dans les 20 000 francs, ils prennent 1 000 francs pour réaliser ce qu'il a réalisé. Mais où sont passés les 19 000 francs? Donc c'est quoi? C'est un peu comme les souris là. Quand tu t'es pas bien lavé les mains, ça te bouffe le doigt et ça souffle en même temps dessus. Au moment où tu te rends compte, tu as des plaies partout. Celui qui viendra au pouvoir aura beaucoup à faire. Il sera plus en colère même que celui qui se trouve au Sénégal. Parce que on a emprunté de l'argent, on a eu à construire, mais ce n'est pas allé là où ça devait aller. C'est maintenant qu'ils se rendent compte sur le plateau télé, c'est quoi un bilan. Et je crois que je ne sais pas l'un des gamins de Gbagbo qui leur dit que le bilan, c'est ce que tu as dit que tu vas faire en 2010 là, pendant la campagne. Et est-ce que tu l'as réellement fait? Parce que les infrastructures qu'on voit, on se rend compte que c'est des cadeaux. On s'en rend compte encore avec Dr Kone Katina que c'est pourquoi il y a le procès contre Gbagbo en ce jour. C'est un coup. Non, la malhonnêteté est une grâce. Ça doit être un talent chez certains. En fait, en 2010, 2011, il y a eu 3 mois de salaire qui auraient dû être payés. C'est là que Gbagbo réquisitionne la BCAO et paye ces salaires-là. Mais quand ils viennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que... il a demandé les ballons aussi, hein. Oui. Ouais, il t'envoie, non? Tu vois, il t'envoie. Je vois ça. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Et ils disent que Gbagbo a pris cet argent pour lui, hein. Donc, il a braqué la banque. On apprend aujourd'hui que quand on veut faire l'écriture financière, bon, on va parler plus clairement. On dit de rétablir le cahier de compte de la Côte d'Ivoire. Et on dit à ceux qui étaient là au moment de cette histoire de braquage de la BCAO de mettre que les salaires ont été payés. Ah bon? Donc, le procès là, c'est pourquoi? Donc, il n'y a pas eu vol. Donc, s'il n'y a pas eu vol, qu'on a payé les salaires, l'argent que l'Union européenne a donné pour payer les salaires, c'est passé où? Les gens ont pris l'argent un peu comme le petit garçon qui fait chut. Il prend l'argent, ils disent à l'Union européenne, l'enfant à l'image de ce qui s'est passé. Il dit à l'Union européenne, chut, ne dites rien. Donc ils ont pris l'argent de l'Union européenne pour dire que Gbagbo n'a pas payé les salaires, c'est pour cela il a un procès pour braquage, donc on a payé les salaires. Alors qu'ils ont pris l'argent, ils ont mis quelque part d'autre. Pareil avec le petit qui s'est plaint, le petit député qui s'est plaint depuis, personne ne veut l'interviewer sur vos plateformes là. Je ne sais pas, il est où. Il allait encore devant le Parlement français, pour leur dire qu'ils sont allés emprunter de l'argent pour les élections. Où est passé cet argent? Après, je vous dis non, il est proche des socialistes et tout ça. De quoi on parle? Le jeune homme dit redonnez l'argent qu'on vous a donné. Donc ça fait 2 argents perdus. Plus les constructions, on s'en rend compte que le pont, les échangeurs, c'est un don du Japon. Le stade, c'est un don de la Chine. Quand on va faire le véritable bilan, et que moi j'ai eu une fois écouté, je vais chuter par là, comment il s'appelle ce monsieur, Domelo, mais il ne va pas en profondeur. Le jour qu'on va faire la véritable campagne, où on va achever ces gens par le dialogue, par le bilan, on verra qu'ils ont fait n'importe quoi avec tout ce qui a été donné comme argent. Donc, ce que vous voyez, tout ce que vous voyez, ce n'est que de l'enfumage, de la poudre aux yeux, pour que vous croyez qu'on est en train de travailler, mais vous-même vous sentez dans vos poches, dans votre réalité, que ça ne va pas. Donc, voilà un peu ce qu'il y a dans cette société-là. Mais ils seront obligés de fuir, parce qu'ils ne pourront pas répondre. Un peu comme les Andis qui sont venus ici en train de chercher des échappatoires pour ne pas répondre aux questions. Merci beaucoup. Ok, vraiment, je retiens la chute. Voilà, la chute de la maman sera mon introduction. Hein. Ici, c'est un panel, on accepte tout le monde. Voilà, on accepte tout le monde. Et depuis là, je demande, est-ce qu'il y a les gars du parti au pouvoir, ici, en bas, comme en haut et autres? Ils sont là, ils ne veulent pas se déclarer. Ivoiricain est là, le doyen Saint est là, Ivoiricain ne veut pas monter. Andy a fui, Al a fui. KSK même aujourd'hui, mais il n'est même pas passé ici parce qu'il savait qu'on allait les déconstruire dans cette histoire de bilan. Donc, ne venez pas dire... Comment? Al est là. Il est dans le commentaire là. Il n'a pas fait sa demande. Moi, je leur ai demandé de faire leur demande. Depuis là, je ne vois pas les demandes. Je vois seulement des demandes des gars du show, de l'opposition. Blessing. Il y a juste une question pour moi. Juste une question, je descends là. Moi, j'aimerais que ceux qui sont en commentaire là, ou ceux qui sont sur le panel, puissent nous dire qui vote réellement le RDR. C'est juste ça ma question.
On est, si tout le monde est dans l'opposition, qui vote le RDR, les gars? Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive même pas à comprendre. Qui vote pour RDR? Non, j'ai la réponse, j'ai la réponse. Blessing, faut Ce sont prendre les dames. Daniel est là il y a longtemps, il est en Les bas. dames qui sont sur la Un liste. certain Daniel, Ce sont les voilà, dames qui sont sur la liste. c'est lui qui est là. Les dames qui sont sur la liste qui ont 100 enfants là, c'est elle. Ok. Est-ce qu'il y a un gars du RHDP sur le panel? Est-ce qu'il y a un gars du RHDP sur le panel, s'il vous plaît? Anderson, vous êtes du RHDP? Non, pas du tout. Ah, les gars. Down. What's that? Bon, c'est qu'on va faire, les gars. C'est qu'on va faire. On va laisser le doyen sans nous donner un peu quelques leçons. Et puis après ça, voilà, nous les enfants, on va s'amuser entre nous. Voilà, parce que quand lui il parle, c'est nous enseigner. Hein. Moi, en tout cas, ça m'enseigne. Et puis, ça me permet aussi d'avoir des arguments lorsque j'irai aussi sur les panels des gars du RHDP. Parce que trop de choses se disent. Voilà. Kokora va sur le panel de Andy là-bas pour aller mentir aux gens là-bas. La dernière fois j'étais là-bas, il y a M. Kelly qui était là-bas. Ils n'ont même pas laissé le temps au monsieur de vraiment s'exposer et autres. Donc, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a fait mal, mais bon, je ne pouvais rien parce que c'était leur panel, donc ils avaient raison. Donc, moi aussi, quand M. Nsan vient, je laisse M. Nsan aussi nous enseigner comme Kokora les enseigne là-bas. Et puis, après, les enfants, nous, maintenant, on va s'affronter. Voilà, quand les vieux pères d'hommes là, nous, les enfants, maintenant, on s'affronte. Donc, M. Nsan, vous avez la parole. Je rappelle que ça fait 14 heures de live. Hein. Ouais, c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause depuis. Et puis, je rappelle aussi que quand ça était parti un temps, et puis c'était chaud entre Andy, Aléo et les autres là, dans les commentaires, je voyais, mais attends, et Nsan est passé où? Et Nsan, il dit, ah, mais Joe, les gars là, les affaires de Nsan là, ah, ça devient beaucoup, hein. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, M. Nsan, vous avez la parole. Bon, ok, c'est beaucoup d'honneur hein, qui a été fait. Moi, je pense que la dame qui était là, elle a expliqué en français facile C'est ça. ce que l'on dit depuis ce matin. C'est dommage que le jeune frère qui s'exprime comme un rappeur, qui était là, qui vous avait ouvert sa caméra, parlant du PND, s'en est allé. Parce que le PND, il faut savoir en fait, parce que je demande aux gens souvent, quand on parle du PND en Côte d'Ivoire, pour les militants du parti au pouvoir, ils pensent que le PND est une création émanant du RHDP. Non! Le PND, en fait, émane, en fait, de l'ONU. C'est un programme le nom du programme, dans le fond, c'est quoi? C'est le Millennium. C'était, en fait, à l'orée des années 2000. On voulait que la plupart des pays, en fait, africains atteignent, en fait, ce qu'on appelle l'émergence. Donc, ils ont mis en place, d'accord, cette réflexion-là des gestions, en fait, d'accord, des ressources de l'État, avec ce qu'on appelle le PND. Le PND, d'accord, c'est un programme national de développement. Tous les pays, en fait, la plupart des pays africains, et même pas des pays africains, je pense que des pays même aussi d'Amérique du Sud, ont mis en place cela. Parce que le PND, si le PND, en fait, même Paul Bon-Antoine Boabré a bossé là-dessus. La plupart des pays, en tout cas ivoiriens, la plupart des pays africains, mais je pense que la plupart même des techniciens qui sont dans différents partis politiques ont bossé dessus, y compris même Gon Coulibaly. Donc les gens en fait ne le savent pas. Donc les pays en développement, pour la plupart, ont bossé sur ce truc-là. Donc c'est pas une invention du RHDP. C'est une feuille de route, c'est un modus operandi qui a été donné en fait aux pays africains. Maintenant, c'est le rapport résultat, d'accord, aux mobilisations des ressources. C'est là, en fait, la différence. Parce qu'en fait, il suffit pas de dire, on a débloqué tel millier de milliards, mais quel est le rapport, en fait, résultat et mobilisation des ressources? C'est là, il faut faire un ratio différentiel pour voir quelle est la nécessité de l'utilisation des ressources et quel en est le résultat. Parce que ça sert à rien de mobiliser des ressources, ça sert à rien de mobiliser de l'argent. T'attends ici, Pépère? Et t'attends ici qu'on a du réseau? Voilà, et puis, tout qu'on appelle, comme on dit, on voit le résultat. Et c'est, les gens, la question, les gens ont le droit de se poser des questions. Bon, ok, vous avez mobilisé, tant de ressources. Quels sont les résultats véritablement? Et c'est là la question. Et je pense que personne ne pourra vous donner sincèrement et concrètement en fait des réponses claires. Si M. Amédée Kouakou lui-même n'a pas été censé répondre clairement pour la question du péage de Grand Bassam, ce n'est pas en fait des frères et sœurs sur Internet là par amour de M. Ouattara qui pourra expliquer ces choses-là. Donc c'est quelque chose qui est purement technique, très technique en termes de compréhension. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc faut pas qu'ils viennent en fait juste présenter des trucs là, du papier là et penser nous convaincre. Mais au-delà de cela, j'ai apprécié la jeune sœur qui était là tout à l'heure, la dame, qui a évoqué ce que j'avais dit ce matin, quand je vous parlais en fait du point de décision, du point d'achèvement PPTE. Le point de décision, point d'achèvement PPTE, c'est 700 milliards de remboursements par an par l'État de Côte d'Ivoire, avec un ratio différentiel quand on atteint le point d'achèvement en fait, de 200 milliards. On a enlevé 500 milliards et c'est aussi une dette qui a été rabaissée à 2000 milliards, comme nous étions à 6000 milliards presque. Donc,
ces choses-là aussi, il faut expliquer cela. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est parce que des gens ont travaillé, c'est parce que des gens ont mis en place des coupes budgétaires, ils ont mis en place ce qu'on a appelé le budget sécurisé. Nous en sommes arrivés là. Sinon, s'il n'y avait pas de gestion vraiment rigoureuse, on ne serait pas arrivé au point de décision PPTE. Donc, il faut qu'ils comprennent que c'est bien de jouir du gâteau, de manger le gâteau, mais il ne faut pas oublier aussi le pâtissier et toutes les personnes qui ont travaillé, d'accord, en amont derrière. Des gens ont bossé derrière, d'accord. Ils ont bossé derrière pour que vous puissiez jouir du PPTE. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? C'est ça la question. Moi, je me pose cette question-là et je pense que clairement, vous n'avez pas fait... Attendez, baissez un peu le son. Vous n'avez pas fait clairement, en fait, vous n'avez pas fait clairement le job et c'est ce qui est dommage. Donc, le débat, bravo à M. Léo qui a fait 14 heures, c'est un record. Et M. Blessing, j'espère que vous allez vous reposer et vous allez recharger vos batteries pour nous revenir en pleine forme pour d'autres émissions, encore d'autres panels aussi intéressantes les unes des autres. Mais je pense qu'en termes de bilan, moi, ce que je peux dire, c'est quand même choquant parce qu'on a des stades, on a des ponts, mais on se rend compte qu'en termes de bilan, on a oublié l'homme. C'est ça, l'homme a été oublié. Or, la plupart des projets politiques mettent l'homme au cœur du projet. Si les infrastructures sont mises en place et ces infrastructures, l'homme n'en jouit pas comme il se doit, c'est un rapport d'échec. Je préfère vivre sans infrastructure qui, pour ma part, semble inutile, mais avoir parce que l'accord est un consommateur. Et quand il y a la consommation, il y a le marché aussi, d'accord, qui est en concurrence. Et il y a aussi l'impact sur les prix, parce qu'il y a des concurrents. Celui qui voudra vendre de façon compétitive va essayer de rabaisser pour qu'on consomme davantage. Et c'est ce que nous n'avons pas chez nous en Côte d'Ivoire. Nous avons des situations de monopole ou des situations d'oligopole. Les situations de monopole, c'est quelqu'un qui est sur le marché, qui lui décide de ce qu'il va fixer, et il n'y a aucun concurrent sérieux qui va venir aussi essayer de concurrencer le prix. Et les oligopoles, ce sont des grosses structures qui s'entendent entre eux, et puis ils fixent le prix comme il se doit, comme ce fut le cas dans la téléphonie. Donc, je pense que l'homme n'est pas au cœur du projet de M. Ouattara. Ce sont les investisseurs, les businessmen, et ceux qui ont le monopole. Celui qui a le monopole ne reflète pas, d'accord, l'impact que le marché peut subir. L'impact que le marché peut subir. À partir de ce moment, si l'homme n'est pas au cœur du projet politique, pour moi, c'est purement un échec. D'accord, c'est purement un échec. Et donner des prétextes comme la crise de la Covid, donner des prétextes comme, excusez-moi, des prétextes comme la crise en Ukraine, pour moi, ce n'est que des prétextes. Parce que qui est crise de la Covid, qui est crise en Ukraine, les ministères, d'accord, font ce qu'on appelle des ministères de lutte contre l'inflation. C'est-à-dire, ils essaient d'harmoniser les prix en fonction du portefeuille, d'accord, du contribuable. Et ces choses-là, chez nous, malheureusement, c'est peine perdue. Quand on est militant de M. Ouattara, on dit le monde est comme ça, le monde est endetté, les États-Unis sont endettés, le monde souffre. C'est normal qu'on souffre en Côte d'Ivoire. À quoi servent nos ministères? À quoi servent nos ministres? À quoi servent tous ces gens qui sont payés, d'accord, à ne rien faire concrètement? Vivement qu'une nouvelle génération de technocrates, vivement qu'une nouvelle génération de paysans comme nous, vivement qu'une génération de citoyens lambda puisse venir aux affaires et faire ce qu'on appelle véritablement la politique pour l'être humain en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Non, monsieur Nsan, attendez, hein, c'est pas, je vais permettre, puisque on est tous de l'opposition ici, hein. Voilà, moi je vais vous poser une question et puis je vais permettre à ce que ceux qui sont sur le panel, s'ils ont des questions à vous poser pour comprendre certaines choses, parce que aussi on veut apprendre, on doit apprendre. Voilà. Moi, c'est concernant la dette là. Moi, je me demande, est-ce que avec cette dette qui plane sur la Côte d'Ivoire là, est-ce que même si le président Alassane Ouattara n'est plus, c'est lui qui va venir là, est-ce que cette dette-là pourra lui permettre de mettre un système de développement performant sur pied, en fait? Je veux au moins avoir un peu d'idée sur ça. Est-ce que ça va lui permettre, avec cette dette-là, comment on va gérer un peu le pays après le RHDP, quoi? Quels sont les... Je veux dire... qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là, en fait? Alors, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Ok, parce que je suis dans le tunnel. Alors, moi, je vais vous expliquer clairement. Il y a un monsieur qui s'appelle Stanislas Zézé, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est le fondateur d'une structure, d'une agence d'annotation qui s'appelle Bloomfield Investment. Et il a invité, il a eu à faire un événement, lors de cet événement, il a invité Touré Mamadou, il a invité des acteurs, en tout cas, de la société ivoirienne, pour qu'ils viennent, en fait, écouter ce qu'il avait fait. Il avait fait auparavant en présence de Madame Kabagnale, qui est, je crois, même ministre du Plan et de Développement, hein, d'accord, ministre de l'Économie, du Plan de Développement en Côte d'Ivoire. Et on parlait déjà de l'endettement, du surendettement. Ils ont dit qu'il y a un surendettement à caractère modéré parce que la Côte d'Ivoire n'est pas au-delà du taux communautaire. Parce que le taux communautaire, il est de 70% dans la zone, en fait, UEMOA.
Donc, quand on va au-delà des 70%, on tire sur la sonnette d'alarme, comme c'est pour le cas du Sénégal. Mais déjà, il y a un surendettement. N'oublions pas qu'à partir de 2012, nous étions descendus à 2000 milliards. Parce qu'on a raboté sur la crise, d'accord, sur l'endettement de la dette de la Côte d'Ivoire, on a raboté, on était à 2000 milliards. 2000 milliards, si vous faites un ratio aujourd'hui de 30 000 milliards, je vais aller sur du 30 000, on a 28 000 milliards, d'accord, d'endettement. On est quasiment dans les 60 à peu près, d'accord, de la norme communautaire. Mais l'endettement a été exponentiel. En près de 11 ans, 12 ans, l'endettement a été exponentiel. Quel est le résultat véritablement? Aujourd'hui, l'endettement, on peut dire que les États peuvent vivre sans s'endetter, ça existe, d'accord, ou avoir une dette qui est quand même modérée. Une dette qui est quand même modérée, où on fait la plupart de nos investissements avec des mobilisations de ressources internes sur le marché local, même si c'est une dette, d'accord, à l'interne, mais sur le marché local, pas forcément sur le plan international, et une contribution aussi de fonds propres. On mélange un petit peu de dette avec, d'accord, les fonds propres. C'est possible. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, il faut mettre en place des mécanismes qui soient vraiment réels. Moi, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, je suis en train de vous parler de la loi, en fait, sur la loi d'émolument pour les personnalités et autres personnalités de l'État et autres. Loi qui a été votée au Parlement par Laurent Gbagbo, qui a été signée, hein, d'accord, initiative du gouvernement FPI. Moi, j'ai dit, par exemple, il y a tellement de choses qu'on peut faire, de réformes qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, où ça nous évitera déjà de dilapider de l'argent. On a des institutions qui sont budgétivores qui ne servent à rien. On a des gens qui ont des postes de ministres qui ne servent à rien, des ministres gouverneurs. Je vous demanderai personnellement à quoi sert un ministre gouverneur en Côte d'Ivoire. Vous ne pourrez pas me donner des réponses. Est-ce que vous comprenez? Déjà au niveau de nos institutions, déjà au niveau du fonctionnement de l'État, de tout ce qu'il y a, tout ce qui est dégagé comme moyen, on a souvent de l'argent qui est injecté bêtement. Donc il faut déjà une forme de sévérité, de discipline au niveau déjà de l'utilisation de tout ce qui concerne les biens de l'État et de tout ce qui concerne en fait, d'accord, même les rémunérations qu'on fait à autrui qui ne sont pas nécessaires. Il faut revoir complètement déjà l'État. Il faut impacter aussi, faire des investissements sur le privé à l'échelle locale. On ne peut pas vivre dans un État où le public est à 60% en train de fonctionner en Côte d'Ivoire. On n'est plus en 70. La démographie, elle a quasiment quadruplé. Il faut vraiment investir dans le privé. Créer des champions locaux. Parce que c'est vrai que s'il y a des investisseurs en Côte d'Ivoire qui sont pour la majoritairement étrangers, qu'est-ce qu'ils font? Ils mobilisent en fait des bénéfices et ils les retournent chez eux. Ces bénéfices-là ne sont pas forcément nécessairement en fait injectés sur le marché ivoirien pour que les Ivoiriens puissent en bénéficier. Donc, il faut aussi créer des champions locaux. Bon, le RHDP, c'est maintenant le RHDP se presse de vouloir créer des champions locaux depuis 15 ans. Mais créer des champions locaux, mettre en place des ressources. La population de la Côte d'Ivoire, c'est plus de 70% des jeunes. La plupart de ces jeunes-là, pour la plupart, vont mourir dans la Méditerranée. Ça veut dire qu'il y a un problème fondamental. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'employabilité des jeunes? Est-ce qu'au-delà des discours que Touré Mamadou peut nous apporter sur les 5 millions de création d'emplois dont on n'a pas la certitude ni la vérification, qu'est-ce qui est véritablement fait? Est-ce qu'on pointe du doigt, d'accord, la jeunesse véritablement, pour qu'elle soit véritablement dans l'effectivité de l'emploi? On a une jeunesse qui a pour habitude d'avoir ce que nous avions connu depuis la génération de nos papas dans les années 70. C'est quoi? C'est un tronçon commun, école, université, pour la plupart, emploi. Aujourd'hui, ces choses-là ne marchent forcément pas. Il faut donc diversifier. Même dans les pays nordiques ou les pays germaniques, les gars misent sur la formation professionnelle. On peut avoir un cursus classique, mais miser aussi sur la formation professionnelle pour que les gens puissent, en fait, de l'école, rentrer directement sur le marché de l'emploi avec une technicité, une expertise qui est apportée. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est un pays qui vit de culture pérenne à majorité. C'est un pays agricole. Alors, il faut décomplexer l'approche de l'agriculture. Je me rappelle, sous l'époque de Félix Houphouët-Boigny, on a voulu même bancariser un peu, d'accord, le domaine agricole avec des structures telles que la BNDA, la Banque nationale, d'accord, du développement de l'agriculture, mais on fait faillite. Il faut repenser cela, d'accord. Il faut avoir un rapport avec l'agriculture qui est quand même moderne. Ne pas donner seulement cette vision-là qui est assez rurale, qui rend distant l'Ivoirien lambda à son intérêt pour l'agriculture. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent à l'agriculture, c'est bien, mais il faut redynamiser ça, créer toute une dynamique, toute une chaîne autour de l'agriculture, ne pas laisser l'agriculture seulement sur un plan primaire ou un plan même semi-secondaire, parce qu'on n'a pas encore connu une industrialisation véritable, et aussi développer l'effet des services, le secteur tertiaire aux alentours. Et vous verrez qu'il y aura un décomplexe, et ça portera à la Côte d'Ivoire l'effectivité de sa décentralisation sur le plan économique, et aussi ça permettra à la Côte d'Ivoire aussi de vraiment booster d'autres secteurs en dehors du secteur cacaoyer, du palmier à huile et autres. Donc c'est toute une structure, toute une chaîne qu'on peut repenser par rapport à votre question. Merci. Vraiment, merci. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour le doyen Sang. Si vous avez une question, Monsieur Killer, vous avez une question. Je vois que vous avez ouvert votre micro. Oui, moi j'ai une question. Apparemment, le doyen Sang est tellement informé. Il va donc nous dire qui vote le RDR finalement. On a trouvé une bonne personne pour nous répondre. Qui vote le RDR pour finir? Qui vote le RDR? J'ai pas compris. Qui vote le RDR? Qui vote le RDR? Parce qu'apparemment, personne n'aime le RDR sur le panel comme dans la vie active. Qui vote finalement ces personnes-là?
Des fantômes? Ah, c'est une question que vous me posez, qui vote le RDR? Exactement. Bon, on vous pose la question. Un panel n'est pas en fait le reflet ou l'échantillon de la société ivoirienne. C'est pas parce qu'on est sur un panel là, même si tout le monde sur le panel n'est pas en fait forcément proche ou même milite pour le RDR, que ça veut dire que des gens ne votent pas pour le RDR. Le panel n'est pas le reflet de la société ivoirienne. Peut-être vous viendrez sur le panel demain, il y aura plus de gens du RDR que des gens en fait qui sont proches de l'opposition. Donc votre question pour moi n'a pas de sens. Il y a des hommes qui votent pour le RDR, c'est un parti comme les autres. Donc et ils ont le droit, hein. C'est pas ils ont le droit de voter le RDR. Chacun est libre de voter, d'accord, le parti politique qu'il veut, heureusement. Mais ça n'empêche pas en fait le débat d'idées. Ok, Monsieur Anderson, on dirait que vous avez ouvert votre micro là. Vous avez une question? Ce que moi, la question que je voulais poser, c'est que en quoi consiste le remboursement de la dette, puisque on sait que toute une machine a été mise en place pour, comment dirais-je, appauvrir nos États et endetter nos États. Je pense que le Mali avait fait un truc là sur le remboursement de leur dette. Et ils ont trouvé qu'ils n'ont pas emprunté de dette, donc ils ne peuvent rembourser. Donc je vois pas en quoi est-ce que nous Ivoiriens, nous sommes en train de nous lamenter sous prétexte que oui, nous sommes endettés, celui qui vient, il va rembourser, t'entends? Il faudrait que nous ayons des États de principe. Voilà, il faudrait que nous ayons des gouvernements de principe. Moi, c'est l'esprit que je veux ouvrir à tous mes frères, mes confrères ivoiriens. Il faudrait que nous ayons des esprits de principe. On vient dans un État, comme on appelle, si on peut dire, motorisé, voilà, par l'Europe. Depuis Oufoué. Ils ont tout fait pour qu'on prenne des prêts au FMI. Nous avons pris des prêts au FMI. Ils ont, comme on appelle, embêté, comme on appelle, les pouvoirs légitimes qui travaillaient pour la cause, comme on appelle, de leur peuple, jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils mettent leur marionnette. Ils ont mis leur marionnette. Leur marionnette a endetté le pays. Ils ont endetté le pays, là, on est en train de se plaindre où est passé l'argent. Non, l'argent est passé dans la main des Européens. C'est ce qu'ils prennent pour faire, pour vivre et mener leur guerre un peu partout. On le sait. Voilà, ça, on n'a pas besoin de chercher ou machin ou non, tant. Maintenant, quelqu'un vient faire un tel truc. Maintenant, toi, tu es en train de t'apporter, non, comment je vais faire pour rembourser? Comment je vais faire pour rembourser? Mais c'est pas toi qui as pris. Tout simplement. C'est pas toi qui as pris. Assimi Goïta, il a bien réagi. Vous avez demandez-lui qu'il rembourse. Sinon, moi, mon État, sous ma gouvernance là, c'est pas moi qui ai pris. Donc, on peut rien faire. Il faudrait qu'on ait des principes, au fait, pour que ces choses-là cessent. Voilà. On essaie de vous détruire. C'est comme si vous vous plaisez dans la destruction qu'on vous donne. Non. Dites-lui que, comment on appelle, le fait que tu es en train de me détruire là, moi, ça me plaît pas. Voilà, on tape un peu sur la table. C'est comme si du fait qu'on a endetté, ça nous plaît et qu'on doit rembourser. Non, non, non. Ok. Bon, après Babo, s'il n'y a pas, comme on appelle aussi un gouvernement puissant ou un parti puissant pour venir relayer. Donc, ça veut dire que ces gens, ça vont faire encore. Et on va se mettre toujours à repartir à zéro, en train de rembourser des dettes. Il faut qu'on comprenne des choses, là. Il faut qu'on sorte des, comme on appelle, je sais pas, ces jeux, quoi, politiques, européens. Non, il faut qu'on sorte de ces choses. Il faut qu'on ouvre les yeux un peu. Voilà, on est en train de discuter. Voilà pourquoi j'avais éteint mon micro et puis j'écoutais en fait. On est en train de discuter sur comment rembourser une dette que les Ivoiriens n'ont pas prise. Une dette que, il y a quoi? Les infrastructures qu'ils sont en train de construire, vous êtes en train de dire que ça fait 3000 milliards, et puis bon, le reste est passé où? Mais ils le font pas pour vous. Ils le font pour eux. La preuve en est que, c'est sur les médias, ils viennent dire que, voici, ils font la publicité de ce qu'ils ont fait. Et pour que le monde entier voie qu'ils sont en train de travailler. Alors, tandis que nous, dans notre pays, on sait ce qui se passe. Alors, donc, ils le font pour eux, ils ne font pas pour nous. Non, on doit savoir que tout ce qu'ils font, c'est pour eux. Donc, on n'a rien à leur, on ne leur doit rien, au fait. Voilà. On ne leur doit rien. Lorsqu'on viendra, on travaillera pour nous. Point. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais je ne sais pas si M. Nsan est là. M. Nsan. Je vais juste dire aux frères que c'est pas comme ça, malheureusement. Voilà. Ça allait être très beau.
Ouais, je voulais demander si c'était possible par rapport à tout ce qu'il était en train de dire. Est-ce que c'est possible de le faire en Côte d'Ivoire? Non, même le Mali, même le Mali, les pays de l'AES remboursent la dette. Hein. Ils remboursent la dette. Ce qu'ils font, ils ont mis des mécanismes en fait qui font qu'aujourd'hui ils ont une gestion assez opaque en fait de leurs différentes économies. Voilà. Donc au niveau des emprunts, les emprunts en tout cas sont très mesurés. Il y a des emprunts et ils mobilisent. Il y a des emprunts qu'ils font aussi sur le marché obligataire, en fait, le marché de la sous-région. Mais ce n'est pas comme ça. Sinon, moi aujourd'hui, je viens avec une équipe au pouvoir, on dit bon, ce que les autres ont fait auparavant, nous on n'est pas responsable de ça, on ne fait rien, non. C'est pas comme ça le monde fonctionne. Monsieur Issan, s'il vous plaît, monsieur Issan, mais papa, vous êtes qui au fait? Hein? Papa, t'es qui? Merci, papa. Non, je suis juste un paysan. Hein. Je suis un paysan. Je vous ai dit, j'ai un niveau 3e, mais je me renseigne beaucoup. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas comme ça, mon frère, que les choses fonctionnent. C'est pas pour te déplaire, hein, mais en toute fraternité, je t'explique comment les choses fonctionnent dans ce monde. Par contre, il y a quelque chose que vous avez relevé qui est très important. Vous avez dit oui, auparavant, ou Fouette, la FMI, on a fait des erreurs. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire, à la fin des années 60, on avait le même niveau que la Corée du Sud. Hein. On était même un cran au-dessus de la Corée du Sud. Ça, il y a beaucoup de gens qui ignorent ça. À la Côte d'Ivoire, à la fin des années 60, début des années 70, à l'époque où on parlait même du miracle ivoirien, la Côte d'Ivoire était au-dessus de la Corée du Sud. Il faut regarder comment la Corée du Sud nous a dépassés. C'est parce qu'on a eu des manquements, on a eu des plans stratégiques qui n'ont pas réussi, on avait des ambitions agricoles qui étaient très grandes, et puis on a connu les deux crises sur les matières premières. La première crise de l'Iran sur le pétrole, et la crise des matières premières nous a frappé de plein fouet. On a essayé avec la caisse stable, certaines structures, d'essayer de recoller les morceaux, mais c'était compliqué parce que notre économie, elle était jeune. Il faut faire le bilan de tout cela. Quand on parle des différents gouvernements, que ce soit le gouvernement Oufouette, la gestion Ouattara quand il était Premier ministre, la gestion Bédié, la gestion Gbagbo, c'est tout cela qui nous a permis de venir à ce qu'on appelle le PPTE. Maintenant, il faut tirer les leçons, les points positifs, les points négatifs, pour que l'économie ivoirienne de demain soit une économie plus solide. Parce qu'on a des économies, malheureusement, qui sont faibles. Nous avons une économie agricole. Et elle est encore faible. Ça, il ne faut pas qu'on se voie la face. Elle est encore faible. Si les gens viennent nous parler de diamants, d'or, de pétrole, il faut qu'on ait véritablement la maîtrise de nos ressources. Et quand on maîtrise ces ressources, c'est pas seulement appeler les investisseurs étrangers de venir transformer. Nous, notre véritable problème, c'est que on est des pays qui produisent en produits, mais on ne transforme pas. Il faut que la Côte d'Ivoire franchisse le pas de la transformation. Et pour cela, il faut l'investissement immatériel. C'est les enfants de demain, l'école de demain qui va faire que la Côte d'Ivoire va produire autant d'ingénieurs qualifiés, autant de scientifiques qualifiés qui pourront, au lieu d'aller dans les autres pays, transformer tout sur place. Et la Côte d'Ivoire pourra aussi décider avec les décideurs de ce monde. Il n'y a pas d'autre alternative. Tu peux être un génie politique, tu peux t'exprimer comme ci, comme ça, mais si tu n'as pas les scientifiques, les ingénieurs qu'il faut dans ce monde, mon ami, tu resteras toujours dernier et tu seras dernier. Voici notre défi. C'est ça, créer demain des ingénieurs, créer demain des scientifiques, susciter aussi les frères comme Léo Blessing pour qu'ils parlent de ces choses-là. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Vous verrez que très peu de personnes vont vouloir faire la politique. Les gens seront désintéressés de la politique. C'est parce que nous sommes un pays pauvre que des gens rentrent en politique pour se gaver, pour se remplir les poches. À partir du moment où il y aura de l'argent en flot, allez-y par exemple dans les pays tels que le Qatar, vous demandez à des gens si les politiciens n'ont rien à foutre. Eux, chaque jour, ils regardent sur leur tablette, ils regardent sur leur truc, combien de milliards rentrent. Voilà, c'est ça. Donc, il faut qu'on atteigne ce niveau-là. Vous verrez que les paysans que nous sommes, vous allez voir que les paysans seront comme des pétroliers. Et puis, on va motoriser, on va rendre la Côte d'Ivoire puissante. On va transformer le chocolat, on sera au-delà même du chocolat suisse et du chocolat aussi de meilleure qualité dans le monde et on pourra parler de nous. Seul le travail paie, comme le disaient certaines personnes, mais le travail paie avec l'intelligence et la vision. Si on n'a pas ça, on est zéro. Merci. Merci, monsieur Nsa. S'il vous plaît, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci, Omer. Il y a Léo qui est là, hein, parce que quand vous me donnez les baouins, là, donnez aussi à Léo. Hein. Ah. Et comment dire, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, monsieur Nsa, par rapport à l'armée, là, qu'est-ce qu'on peut faire au moins pour la réforme? Je parle de l'armée parce que depuis 2010 et 2011, 2012, il y a eu beaucoup de personnes qui ne doivent pas avoir leur place dans l'armée, qui sont aujourd'hui dans l'armée. Qu'est-ce qu'on fait d'eux si le pouvoir change? Parce que c'est aussi une bombe à retardement. Hein? Bon. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire si le pouvoir change? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ceux qui sont dans l'armée, qui ne doivent pas être, en fait? C'est ce que je veux dire. Moi, je pense que personnellement, en fait, le problème de l'armée, en fait, c'est la politique. Le problème de l'armée, c'est la politique. En Côte d'Ivoire, beaucoup de politique est entrée d'accord dans l'armée. Ce qui fait qu'en fait, c'est que vous avez l'antagonisme que vous avez RDR, FPI, que vous aviez à l'extérieur, vous l'aviez dans l'armée. Or, l'armée, en fait, c'est la grande muette. C'est celle-là même qui est le dernier rempart, en quelque sorte. Mais on a eu, en fait, le combat que vous avez politiquement dehors, là, c'est dans l'armée aussi. Aujourd'hui, les récompensés sont à des hauts commandements. C'est un fait. C'est un fait. Mais est-ce que demain,
s'ils ne sont plus là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repenser l'armée. Il faut véritablement en fait des officiers supérieurs en termes de neutralité qui vont véritablement faire de l'armée pas une chasse gardée d'un parti politique ou d'un homme politique, mais faire de l'armée une véritable armée républicaine. Alors, à partir de cela, il y a beaucoup de choses à faire. Des réformes, il faut penser stratégiquement l'armée. Quels sont les partenaires véritables de la Côte d'Ivoire en termes de l'armée? Aujourd'hui, le véritable partenaire est l'armée française. Est-ce que si on fait un bilan de 1960 à aujourd'hui, l'armée française a été profitable à l'armée ivoirienne? C'est un débat qui n'est même pas propre à l'armée. Hein. Il faut véritablement repenser cela et puis revoir les fondamentaux de l'armée en termes de stratégie. À partir de ce moment-là, on fera quelque chose qui est très important. On a eu la loi de programmation militaire qui a été faite sous Ahmed Ba. La loi de reprogrammation militaire revoit les défis d'une nouvelle armée. Parce qu'aujourd'hui, l'armée, et mesdames et messieurs, on peut l'avoir de deux manières. On peut avoir une armée qui n'est pas assez composite, c'est-à-dire composée de beaucoup d'éléments au sein de l'armée. On peut avoir une armée en termes d'administration qui n'est pas seulement une armée sur le front. Et parler d'une armée sur le front, d'avoir un bloc qui n'est pas assez nombreux, mais qui est assez stratégique sur le pays. Et penser à une armée qui peut être dans le génie civil, une armée qui peut être dans la santé, une armée qui peut être même dans l'éducation, une armée qui peut être dans plusieurs domaines de corps de métier. D'accord, une armée qui est responsable au sein de la République sans forcément penser à une armée de combat sur le terrain. Il faut voir ces défis-là. D'accord, il y a aussi le terrorisme. Est-ce qu'il ne faut pas revoir aujourd'hui l'armée en termes de redéploiement, d'accord, de redéploiement par rapport à de nouveaux défis tels que le terreau. Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser, mais déjà le haut commandement militaire, on doit tout faire pour repenser le haut commandement militaire, faire un détachement à la chose politique, c'est-à-dire au rapprochement des partis politiques et faire d'une armée une armée républicaine qui défend que les couleurs du pays. Donc moi, voici ce que je peux dire en termes de petites connaissances en tant que paysan sur l'armée. Moi, je veux parler des gens comme les commandants Frey et aujourd'hui qui sont dans l'armée et beaucoup de personnes qui ne doivent pas être. Qu'est-ce qu'on fait d'eux en fait? Parce que Alors, moi, je pense que ça ne sera pas nécessaire, à mon humble avis. Hein. Est-il nécessaire aujourd'hui? Non. Il faut peut-être aussi, il y a ce qu'on appelle de la formation interne. Continue, voilà, je crois qu'il y a la formation continue, la formation initiale. Avec eux, il faut faire de la formation continue au sein de l'armée. Il faut faire de la formation continue au sein de l'armée. Il faut les recycler militairement. Le niveau qu'ils n'ont pas par rapport au recyclage de telle sorte qu'ils reflètent véritablement ce grade-là, mais les chasser du jour au lendemain, là c'est un symbole Ferré, mais en dehors des Ferré, il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut complètement les mettre de côté? Bon, moi, je ne suis pas à la place des dirigeants. Ok. Hein? On ne sait jamais. Ouais, on ne sait jamais. Moi, je ne suis pas à la place des dirigeants. Ouais, mais je veux dire que si vous étiez, on ne sait jamais, si aujourd'hui votre parti, bon, je ne sais pas quel parti vous soutenez, aujourd'hui vous, monsieur sans vous. Non, aidez-moi un niveau des partis, pardon. Il faut voir les Léo là. Moi, pas niveau des partis, pardon. Moi, j'aimerais que monsieur Issan, avec la bonne foi, parce que si tu es un partisan de Laurent Gbagbo, c'est que tu as une bonne foi. Avec une bonne foi, pouvez nous citer quelques actions du gouvernement d'Abidjan actuel qui va à l'encontre, qui va au favori de la population. Quelques points clés que le gouvernement a posés qui auraient favorisé la population. Voilà. Oui, moi j'ai félicité la ministre Marietou Koné. Quand elle est venue, Madame Marietou Koné, quand elle est arrivée à la succession je me mute, c'est pour les autres, c'est pour les panélistes. Non, moi, il me mute. Et comme ici au travail, il ne peut pas faire du bruit. D'accord. La ministre Marietou Koné, quand elle est arrivée, elle a fait quelque chose qui était très important. C'était de faire en fait d'accord des assises ou un Grenelle de l'éducation nationale avec les acteurs. Elle a appelé tous les acteurs de l'éducation nationale de venir, d'accord, faire le bilan et des propositions. Ça, c'est quelque chose qui a été très important parce que beaucoup d'acteurs de l'éducation nationale avaient demandé, d'accord, de faire une sorte de forum pas forum de réconciliation, mais de Grenelle d'assises de l'éducation nationale pour aller d'un bon en avant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Quand c'est bon, il faut dire oui, c'est bon. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre véritablement qui m'a marqué au niveau, bon, on va dire aussi qu'il y a eu le CPC, la mise en place du CPC pour pouvoir permettre aux entreprises. S'il vous plaît. Oui. Pardonnez. Il y a le marigot ivoire aujourd'hui ou pas? Je suis chez Léo. Chez Léo, il n'y a pas marigot ivoire. Je suis chez Léo. Chez Léo, c'est chez Léo qui est bon actuellement. Il faut laisser marigot ivoire. Alors, donc je continue. Le CPC,
ça permettait en fait voilà, aux entrepreneurs de pouvoir mettre en place leur souscription, leur immatriculation dans un laps de temps qui est quand même assez réduit. Ça, c'est bien, ça contribue aussi, d'accord, à la mise en place, la création des auto-entrepreneurs en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à saluer, il faut dire. Et même, je vais choquer certaines personnes, même les routes ne sont pas une catastrophe. D'autres disent que la route précède le développement, même les routes. Mais ce que je demande derrière, est-ce que les 3 000 milliards investis sur la rénovation routière ou la création de certains tronçons routiers est équivaut au montant, d'accord, aux milliards qui sont présentés? Mais sinon, la route précède le développement. J'irai plus loin. J'aurais demandé au gouvernement même de mettre des routes dans des lieux stratégiques, dans des zones stratégiques. Par exemple, on a la frontière ivoiro-guinéenne. Nous savons que la plupart de nos paysans, malheureusement, avec la dégradation routière, ne peuvent pas acheminer en fait leur production cacaoyère vers nos différents ports. Ce qui fait qu'ils vendent dans le pays voisin de la Guinée. Donc, ce sont des choses déplorables. Donc, là, sur le tronçon routier, il y a eu des améliorations faites. Ça, c'est à saluer. Je ne vais pas cracher là-dessus, mais je me demande, est-ce que les 3 000 milliards correspondent à ce qui a été fait? Je félicite le travail de la ministre Mariette Toukoné, qui a été très bien de repenser l'école, d'accord? J'ignore. Mais celle que je connais, ce qui m'embête, c'est l'investissement qui équivaut à la somme de travail abattu. Donc, je ne vais pas être complètement réfractaire à ce que je sais. Voici ce que je peux dire. Merci. Ok, merci. C'est ce qu'on dit toujours là. On n'est pas contre le développement, on n'est pas contre les fonds, on n'est pas contre tout ce qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais, c'est un peu le budget qui est alloué, pour ces projets-là. Voilà, c'est sur ça qu'on est un peu contre. Voilà, sinon personne ne peut dire que les ponts ou bien les routes qui ont été faites en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un va déplacer ça pour aller dans son pays ou dans son village. Mais les fonds, voilà, on parle des fonds. Est-ce que la dette là équivaut à tout ce qui a été réalisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire? C'est la question que nous tous on se pose. Maintenant, si les deux, s'il y a au moins une marge là, la marge là, elle est passée où? Voilà, il faudrait qu'on nous dise exactement, puisque c'est nous aussi notre argent. Et on va maintenant partager un peu la parole. Je crois qu'il y a très longtemps que M. Killer est là. M. Killer, c'est pas qui. Oui, moi, c'est juste que la CPC, moi, je ne suis pas d'accord avec une censure de la CPC. Frère de Killers, oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce que j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui ont parlé déjà de la lenteur, mais l'initiative en elle-même, dès le départ, quand elle a été créée, l'initiative, elle est bonne. D'accord, de facilité, mais c'est vrai qu'il y a des lenteurs qui sont dénoncées. Ça, j'ai eu vent de cela. Mais dès le départ, quand ils ont annoncé cela, c'était une initiative à saluer, et je pense que ceux qui vont venir derrière devront mettre les moyens pour pouvoir accélérer la procédure. Sinon, franchement, c'est vraiment une usine à gaz. Actuellement, je sais que j'ai pas mal de retours. Voilà. Ok, mais parce que là maintenant, nous sommes comme justement d'accord avec. Maintenant, pour pouvoir essayer de... Moi, pour ma part, je pense qu'on parle d'un bilan du président Alassane Ouattara. Le bilan en réalité du RDR. Pour moi, sans pouvoir vous mentir, il n'y a pas de positivité. Parce qu'il y a tellement de négativité. Si vous avez posé la question sur, à M. Nsan sur, la négativité du justement, ce RDR, vous aurez donné, beaucoup de négativité qui aurait même dépassé cette positivité. Pourtant, si une négativité dépasse une positivité, pour moi, il n'y a pas de positivité. C'est ce qu'on dit tout le temps. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui des routes. Mais comme Nsan l'a dit, l'humain n'est pas au centre du développement de la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous déplorons. Ces routes-là. Je vous informe que le grade A1 en Côte d'Ivoire, c'est près de 217 000. Le grade A2, je pense qu'on a 200 et quelques mille. Il faut au moins minimum un grade au moins A4 ou A5 pour pouvoir bien vivre en Côte d'Ivoire. Au moins un salaire de 400 et quelques mille. Ces logements sociaux qui sont construits du jour au lendemain, où on demande à ce que vous ayez un revenu de 400 000 francs. Les instituteurs, le corps habillé, les sous-officiers. Mais personne ne touche un salaire de 400 000 francs par mois. Il faudrait qu'on soit réaliste. Donc, ces logements qui sont construits dans l'optique de pouvoir aider la population ivoirienne, nous nous rendons compte que ces logements, en fait, sont avec un critère des personnes qui ne peuvent pas avoir accès à ces logements. Pourtant, ça n'a pas été la promesse du président Alassane Ouattara lorsqu'il était encore à l'opposition. Il a parlé de donner des certificats fonciers à quelques parties de la population ivoirienne. En l'occurrence, il parlait de choses le coin où ils ont cassé, à Tekoubé, etc., tout ça. Il a parlé de ça. Mais, conséquence et résultat, il n'y a rien eu de ça. Il a parlé encore de plusieurs promesses. Il a parlé de transformer à Boubou avec 100 milliards de francs CFA dédiés. Mais zéro, il n'y a pas eu de ça. Il a parlé d'une réconciliation ivoirienne. Le rapport de la CDV avec Charles Konam, banni, mais montre que la Côte d'Ivoire ne s'est pas réconciliée
elle a été catastrophique. Présentement, les gens attendent à Dioké pour faire les représailles au Burkinabé qui occupent les champs, etc. Les gens encore parlent de génocide, ouais, présentement, quand même. Moi, je ne vois pas de positivité dans ce gouvernement. Et moi, je reste capé dessus. S'il y a une décision où nous ne serons pas d'accord avec ça, moi, je lui dis clairement, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas un dupe. Je ne suis pas un dupe. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je dis clairement que ça ne va pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de positivité dans ce gouvernement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et pour pouvoir répondre, il a dit que les gens quittent la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont les moyens pour pouvoir quitter la Côte d'Ivoire, pour aller dans une immigration illégale. Mais allons-y poser donc la question à Google pour savoir pourquoi est-ce que les gens quittent leur pays pour aller faire une immigration illégale dans d'autres pays. Posez la question. D'abord, ils disent quoi? Ils disent des causes politiques. Ils parlent d'une persécution. Ils parlent encore des crises, des causes économiques. Ils parlent encore de choses, de plusieurs causes. Mais prenons un peu sur le volet économique. Mais la Côte d'Ivoire, on voit parfaitement que personne ne travaille. C'est une réalité. Les gens n'arrivent pas à travailler. Et ceux qui vont en Europe, c'est dans l'optique de pouvoir remporter, de pouvoir avoir une vie meilleure qu'ils n'ont pas reçue étant en Afrique. Donc, on part avec un prétexte de dire que la Côte d'Ivoire va mal économiquement et nous partons en Europe dans l'optique de pouvoir avoir une meilleure vie. C'est ça. Donc, si le pays allait tellement bien, pourquoi est-ce que tout le monde sort du pays? Si le pays va tellement bien, pourquoi est-ce qu'on sort du pays? N'oublions pas les persécutions aussi, parce qu'il y a les exilés politiques. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans la ligne. Donc, pour ma part, il n'y a pas de positivité dans ce gouvernement. Il peut même jouer une vidéo de suite là. En fait, ce qui me choque, c'est que moi, en fait, je suis la Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays où, présentement, on se rend compte qu'il y a un individu qui prend une caméra et qui peut menacer toute une région, qui peut menacer une tribu, sans que cela ne puisse aller à quelque part. La vidéo a été jouée ici. Les gens du RD qui passent le temps à dire que la Côte d'Ivoire va bien, que nous sommes dans une cohésion. Mais regardez cette vidéo-là. Attendez. Où c'est moi? Moi, je suis le gars qui va rappeler au RDR que la majeure partie sont des rebelles. Attendez, je vous montre la vidéo. Vous allez voir que nous sommes menacés. Et les gens disent clairement que... Regardez ça. Mais c'est pour justement illustrer les lacunes qu'il y a dans notre pays, pour dire qu'il n'y a pas de cohésion. Peu importe après l'appréciation de la justice, en disant qu'il a été arrêté. Si c'est moi qui avais brandi ici, comment on dit ça, un commentaire sur le président Alassane Ouattara, que j'étais encore en Côte d'Ivoire, présentement, on ne parlerait plus de moi. On a vu une personne qui a brandi un commentaire récemment, le même jour qu'il a été arrêté. Arrêtons un peu avec ça. Ici, on a une personne où on est obligé de reléguer, de repartager l'information afin que la PRC puisse intercepter cette personne-là et dire qu'il a été arrêté. Mais arrêtons un peu avec ça. Le gars se permet de pouvoir menacer une communauté, alors que nous sommes près de 63 ethnies en Côte d'Ivoire. Quand même. Arrêtons. Il menace les Baoulés, les Bétés. Mais nous sommes frères et sœurs. Les Bétés aussi sont également moi mes alliés. Si on menace les Bétés, il me dit que moi également, on peut à tout moment me menacer. Qui dit Bété dit Dida. Donc arrêtons un peu avec ça. Il n'y a pas de cohésion dans ce pays. La négativité, c'est sous le président Alassane Ouattara que nous avons vécu ça, présentement. Il n'a pas fait de telle sorte que nous puissions vivre ensemble. Le président Gbagbo en a fait. Il a fait des consensus. Il a fait Ouagadougou. Il a fait Pretoria. Il a fait Ouaga 1 et 2. Il a fait Accra. Il a fait, mais on ne peut pas compter. Makoussi avec Dominique de Villepin. Il en a presque tout fait pour que nous puissions vivre en cohésion. Donc arrêtez un peu avec ça en disant que le président Alassane Ouattara, il n'a rien fait. On attend juste qu'il parte. Les ouais justement attendent juste qu'il parte afin qu'ils puissent récupérer les champs. Donc on aura encore des gens qui vont faire des représailles. Alors qu'il y avait un ministre qui était censé faire ça. Alors qu'on avait un gouvernement qui a pris les armes dans le truc de pouvoir apporter une coalition à ce pays-là. Mais ce gouvernement a échoué. Échoué sur le plan d'une coalition. Comment on dit ça? Une paix véritable. Totalement échoué dessus. Échoué sur le point de cette sécurité présentement en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. On doit encore rappeler que c'est avec eux que Kalou Bonaventure s'est fait menacer. Nous n'oublions pas. Il est parti sur France 24. Il a dit ceci. Je suis menacé par Koné Zakaria parce que je veux être maire. Il va voir. Il a dit clairement ici sur France 24. C'est encore sur votre gouvernement qu'on a vu ça. C'est sur votre gouvernement que le président, que le député Saleh Timokou a fait une commission pour dire qu'il est gravement menacé encore présentement. Arrêtons un peu. Il n'y a pas de sécurité. C'est encore sur votre gouvernement qu'Ibak avait présentement là qu'on vous parle. Ce Bakave n'a pas été encore retrouvé. De quoi parle-t-on? Donc pour ma part, le point où je ne suis pas d'accord avec Nissa, c'est ça.
Il n'y a pas de positivité dans ce gouvernement. La négativité a dominé tout. L'inflation, qu'on en parle présentement. Mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce gouvernement? Où? J'en vois pas. Je cherche, je ne trouve pas. Alors, monsieur Killer, vraiment, je suis très bien d'accord avec vous. Je suis très bien d'accord. Il faudrait pas qu'on se joue aux hypocrites, là. On en a marre. On en cherche, on ne trouve pas. Les Ivoiriens en ont marre de tout. On veut simplement que le président Alassane Ouattara puisse au moins sauver ce qu'il a fait en démissionnant avec ce gouvernement. Pardonnez. Tiens. Une personne a fait moitié de la Côte d'Ivoire en payant les dettes, en payant les fonctionnaires qui étaient encore au nord, qui avaient pris des armes, en payant les institutions qui étaient au nord, en payant les députés qui étaient issus du nord, avec une moitié de Côte d'Ivoire. Une personne entière, il a l'entièreté de la Côte d'Ivoire. Et puis il n'arrive pas à payer les 5 primes des enseignants. Des descentes inopinées auprès des... Mais arrête, mais c'est pas ça. Moi, il demande à chaque Ivoirien de se réveiller. Le combat, c'est que le président Alassane Ouattara puisse quitter la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est tout. Il n'y a pas de positivité. Il doit partir, c'est fini. C'est fini, ça. C'est fini. On ne peut plus nous mentir. On est fatigué du mensonge du président Alassane Ouattara. Terminé. Vraiment, merci. Merci, Killer. Je crois que il y avait Anderson qui était là. Hein. Vraiment, merci. Merci pour ta prise. Et puis, merci d'avoir été vraiment très cohérent, très lucide, très clair. Je crois que tous ceux qui sont en bas, ils ont compris le message. Voilà. Et monsieur Anderson, vous êtes là? Je suis là. Voilà, vous allez profiter en même temps, prendre le temps de parler, quoi, dire ce que vous avez à dire, en fait. Bon, en fait, je pense que ce que j'ai à dire, il y a presque pas grand chose, mais seulement que c'est pour faire un peu, comment on appelle, une révision de la crise politique. Voilà, disons même de la vie politique de Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que c'est comme lorsque Gbagbo était à La Haye, on lui parle de la crise post-électorale. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne peut pas parler de la crise post-électorale sans parler de la guerre, de ce qui s'est passé. Voilà. De comment on est arrivé à là. Voilà. Donc, à ce qu'on sache, comme je l'avais dit, cela a été bien planifié depuis fouet. Et je le précise, même si Gbagbo n'était pas au pouvoir, si un Ivoirien qui était au pouvoir venait travailler pour son peuple, ces choses-là allaient l'arriver. Parce que c'est depuis l'Occident. Voilà. Maintenant, comme le frère Killer a dit, il faudrait qu'on sorte de l'hypocrisie. Nous avons été attaqués par des gens, je ne sais où. Ils ont, comment on appelle, pris des armes, divisé le pays en deux. Sous prétexte que d'autres sont musulmans et d'autres ne sont pas musulmans, comment on appelle, et qu'on ne veut pas les laisser le pouvoir. Ok, il n'y a pas de problème. Ils ont pris le pouvoir maintenant. Mais il y a toujours une division. Il y a toujours encore, et comment dirais-je, comment on appelle le mot là, des partis pris. Pourquoi? Et on veut qu'on accepte cela, et on veut qu'on marche selon cela. C'est ce que je disais. J'ai dit, toutes ces choses ont été motorisées depuis le début, jusqu'à ce qu'on arrive là. Donc, on ne peut pas être comment on appelle, des gens qui vont rien que subir des atrocités des autres, de ce que les autres font. Il faudrait qu'on prenne nos responsabilités et qu'on ait des principes. Voilà. Et ça, j'en profite pour m'adresser pas seulement à la Côte d'Ivoire, mais à toute l'étendue du territoire africain. Il n'y a pas un État qui ne se construit pas sur des principes. C'est faux. La preuve en est que lorsque il y avait les histoires de l'Ukraine, c'est un exemple. Qu'est-ce qui s'est passé? Poutine a posé une ligne rouge. Et que si elle est franchie, ils seront sans vergogne. Alors, c'est lui ses principes. Il faudrait que nous ayons tous des principes. Pour qu'aujourd'hui la Chine soit ce qu'elle est aujourd'hui, la Chine a eu des principes. Voilà, qui a mené, comment on appelle, des États déstabilisateurs, comme l'Amérique, excusez-moi si ça, cela, un petit peu là, d'avoir un peu peur.
Donc, on ne peut pas toujours être des lâches-bottes. Venir là, on fait ça, nous, on fait tout, et qu'on vient demander pardon. Aujourd'hui, même dans le panafricanisme, parce que moi-même, je suis un panafricain. Lui, comment on appelle, c'est ce qu'on se reproche, au fait. Les Africains ont trop pardonné. À cause de quoi? La religion. Ont trop pardonné. Donc, c'est l'heure de réagir, c'est l'heure de dire non. Tu ne vas pas venir faire ces genres de bêtises là et on va toujours t'accepter. Donc, lorsqu'on prend le pouvoir, il faut qu'on établisse des principes. Voilà. Maintenant, tout ce qu'il faut pour que notre peuple vive à l'aise là, nos dirigeants sauront ce qu'ils feront. Ils feront pour que nos peuples vivent à l'aise. Mais il faut qu'on tape aussi sur la table. C'est ce que fait l'AES. On le voit tous. Il ne faudrait pas qu'on se blague. C'est Ibrahim Traoré qui a décidé d'éponger sa dette. Le Mali n'a pas épongé sa dette. Le Mali dit qu'il ne reconnaît pas payer sa dette. Qu'on aille bien faire comment on appelle, des recherches. Le Mali dit qu'elle ne reconnaît pas être endetté. C'est pas elle qui a pris la dette. Ils n'ont qu'à aller voir ceux qu'on appelle les dettes. Vous allez mettre des marionnettes là en train d'appauvrir, comment on appelle, un pays, une dette même. D'abord, même l'argent, c'est pas pour nous, c'est pour vous. On va prendre crédit dans votre main. Et puis en plus, celui qui va prendre crédit là, c'est vous qui l'envoyez. Les bêtises comme ça. C'est ce que je veux ouvrir l'esprit des Africains. Il faudrait qu'on sorte des histoires de soit intellectuel, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Et on est intellectuel, au fait. Alassane n'est-il pas intellectuel? Est-ce que Alassane, Ibrahim Traoré est plus intellectuel que Alassane? Laissons cette histoire on est intellectuel là. Ibrahim Traoré est plus intellectuel qu'Alassane. Thomas Sankara, avec quel niveau? C'est juste le bac. Ibrahim Traoré lui-même, il a quel niveau? Assimi Goïta, il a quel niveau? Par rapport à Alassane. Mais quel est le travail qu'ils sont en train de faire pour le peuple? Pas arrêter les gens qui vont venir nous blaguer. On vit des réalités. Il faudrait qu'on se serve des réalités là pour établir des principes dans nos vies. On ne peut pas vivre sans principes. Et tous les États forts sont des États de principes. Alors, c'est parce qu'on élabore ces principes-là qu'on s'assoit et puis on érige maintenant une constitution pour dire que on fait pas ça, on fait ça, on fait pas ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors, c'est tout ce que je veux faire savoir à la population africaine. Ok, merci. Voilà. Il faudrait que nous ayons tous des principes. Il faudrait pas qu'on se laisse berner par les histoires de non, quoi. C'est eux qui connaissent les choses là. C'est comme un temps, on parlait beaucoup de qu'on appelle démocratie. Il n'y a pas un État qui s'est libéré par la démocratie. Il n'y a pas un État africain qui s'est libéré par la démocratie. C'est toujours pas une lutte et pas un combat. Ça, il faudrait que ça rentre dans la tête de tous les esprits. La preuve en est que le Mali et le Burkina, là, pour qu'ils soient libres aujourd'hui, là, c'est pas la démocratie. C'est un combat. Ils sont toujours dans le combat. Jusqu'à ce que ces gars-là, qu'on appelle, laissent les bottes. Okay. Pareil pour l'Angola. Il a fallu l'intervention de la Russie pour armer l'Angola. Et puis aujourd'hui, l'Angola est libre. Et que les Portugais même vont chercher du travail en Angola. Alors, ils ne voient pas, ils vont venir se jouer les intellectuels ici. Non, c'est comme ça, PPTO. PPTO, là, c'est nous, on a créé. Il a dit PPTO. FMI, là, c'est nous, on a créé. Non, les banques, il faut prendre crédit. Non, même tous les États prennent crédit. J'avais écrit en commentaire que la Chine n'est pas endettée. Quelqu'un n'a qu'à me dire que la Chine est endettée. C'est les États-Unis même qui vont prendre crédit en Chine. Et il faut savoir que les États-Unis, à cause de leur rang puissance mondiale, là, ils font ce qu'ils veulent. Jusqu'à présent même, là, ils n'ont pas encore remboursé les dettes depuis très longtemps de la Chine. La Chine se plaint de cela. Mais parce qu'ils se croient puissance mondiale, ils font de cela. Et les États européens n'ont jamais remboursé de dettes. Faut pas, on va se blaguer pour dire non, et ils prennent les dettes, et ça, c'est ce qu'ils font. C'est sûr, ils vont mettre la pression. C'est tout. Pour rembourser ce que vous avez pris. Et puis, ce que vous avez pris, cela même vous appartient, c'est vous-même votre argent. C'est sur vous, ils vont mettre la pression, c'est tout. Sinon, ils ne remboursent pas les dettes. La preuve en est que lorsqu'il y a eu, comment dirais-je, les histoires avec la Russie, il y avait une histoire qu'on appelle, de biens russes qui étaient en Europe. Ils n'ont pas donné jusqu'au bout. Ils n'ont pas voulu donner, ils n'ont pas donné. Ok, laissons. Donc, laissons ces histoires de, oh, mon chien, dette. Ayons des principes. Tu envoies quelqu'un pour venir prendre dette dans mon pays, il n'y a pas de problème. Moi, je viens, je récupère mon pays, je te dis que je n'ai pas pris de dette. Va demander à la personne qui est venue prendre là, va lui dire comment il va faire pour rembourser, qu'il rembourse. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as compris.
Je crois que comme il y a un peu beaucoup de personnes sur le panel, on va permettre aussi à... Ok, merci pour d'avoir donné au moins votre avis par rapport à la situation. Et Monsieur Daniel, vous êtes là? Monsieur Daniel. Bon, on va repartir avec les chronos pour que chacun au moins puisse avoir le temps de raconter quelque chose. Je pense que ce serait l'idéal. Ok, merci. D'accord, donc bonsoir à tous. Depuis ce matin, j'ai suivi. Les uns les autres ont parlé et on sent que c'est un cri de cœur qu'on émet tous. C'est une volonté collective de voir que les choses changent, de voir que vraiment on puisse avoir d'autres choses que ce à quoi on assiste maintenant. Bon, ce que moi je vais dire, quand on parle des bilans, les gens ils aiment se gonfler, se muscler, à dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Mais M. Nissan vraiment il a dit des choses qui m'ont touché. Parce que le capital humain, si on doit parler de bilan, le capital humain a été biaisé. En Côte d'Ivoire, ici, on voit comment est-ce que les uns et les autres qui sont pas, enfin, qui donnent des idées qui vont à l'encontre de ce à quoi ils pensent, sont traités. On le voit. Tu n'as pas le droit de te plaindre, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire ceci, de faire cela. Ils aiment raconter, ils aiment vanter des choses qu'ils ont réalisées, mais ils se foutent même de l'homme. Ils aiment faire la comparaison de ce qui était là avant par rapport à eux, alors que c'est même pas le même contexte. On va beau le leur dire, mais ils veulent forcément se mettre dans la comparaison inutile. Quelqu'un qui a un pain, quelqu'un qui a un demi-pain. On dit, on va comparer les deux là. Qu'est-ce que chacun a fait du pain qu'il a eu? Alors qu'ils n'ont même pas eu la même quantité de pain. L'autre a eu un pain entier, l'autre a demi-pain. Avec son demi-pain encore, les gens ont voulu morceler ça. L'autre a un pain entier, on n'a qu'à comparer. De 2000 jusqu'à 2010 là, Gbagbo dès qu'il est venu, 2002, guerre. Négociation. 3 ans après, 2006, Biaï, sa maison. Tout allait en vrille jusqu'en 2008. Où on va s'en rendre compte? 2010, voilà, Biaï. Donc il a eu quel temps même pour... C'est-à-dire même malgré ça là, le peu qu'il a eu là, il a essayé de maintenir le pays dans une position confortable. Vous avez eu tout le pays, vous avez fait du n'importe quoi. Et puis nous on va venir se plaindre. Vous êtes étonné de ce qu'on se plaint. Vraiment, souvent je m'assois et puis je dis, mais les gens, là, j'ai plaint. Je ne sais pas comment ils réfléchissent. Si la réflexion, là, ça va à l'envers ou bien... Aujourd'hui, avant là, il y avait la corruption, hein, mais les gens se cachaient. On sait que dans ce pays-là, il y a toujours eu corruption, hein, mais les gens se cachaient. Mais aujourd'hui, là, la corruption, c'est à ciel ouvert, je vous le dis. Et j'ai même les preuves. Ça ne peut pas venir tout dire ici. La corruption, c'est à ciel ouvert. Toutes les administrations publiques, tous ceux, c'est-à-dire que des directeurs jusqu'à, on va dire, des directeurs généraux, jusqu'à on va descendre au chef des services, tout le monde est corrompu comme c'est pas possible. Tu vas faire un simple document, on te dit, pour que le DG puisse signer le document là, normalement c'est 2 semaines. Mais tu sais ce qu'il faut faire. En 3 jours, tu as ça. Tu fais pas ça là. Ton document va faire 1 mois là-bas. On s'en fout de... Normalement, quand tu vas faire un document là, c'est parce que tu as un besoin. Ils s'en foutent de l'urgence de ton besoin. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire, ton document va pourrir là-bas. C'est pas possible. Et puis on va se plaindre. Ils vont venir nous parler des choses farfelues. Faire des comparaisons à 2 balles. Se foutre de notre intelligence. Pourtant, on est là, on voit. On subit ça ici. Moi-même, j'ai atteint un truc là. Ils ont dans des faits pour gâter. J'avais donné les preuves à Léo. Et puis, il va venir, on va démonter. Il y a une administration précise là. Ce que les gens font là-bas là. J'ai donné à Léo et puis il va venir démonter. C'est les gens, même les gens de RAGP là. C'est pas possible. On souffre. Ils voient bien qu'on souffre. Mais ils se foutent de notre intelligence. Ils ont réussi à... Non seulement ils ont... C'est-à-dire que la politique là, ça allait vers un parti, vers une ethnie. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire croire que dès que tu es musulman net, c'est RAGP. Pourtant c'est faux. C'est l'image qu'ils vont... C'est ça qu'ils ont pris pour mélanger tout le pays. Dès que tu as un nom à connotation, on dit qu'à connotation musulmane, c'est que c'est RAGP. Pourtant c'est faux. Quand eux-mêmes là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de parler, sinon ils savent. Donc c'est une fausse image du pays qui montre aux gens. Tout ce qu'ils font là c'est faux. Fausse image. Des chiffres même qui ne reflètent en aucun cas la réalité. Tout ce qu'ils ont fait là, si tu vois l'impact réel sur le vécu des Ivoiriens, sur la population, mais c'est zéro. Mais ils continuent dans le chiffrisme. Donc voilà un peu, c'était pour dire que vraiment, on espère que on va prier
pour que les choses puissent basculer en 2025 là. Et puis nous aussi, il faudrait qu'on prenne nos responsabilités. On n'a qu'à prendre nos responsabilités. À un moment donné là, on n'a qu'à sortir aussi pour se libérer. Parce que c'est la seule option. Ouais, c'est ça. Ah, on est en train de tourner. Au moment où on sait que c'est la seule option, hein. On sait que c'est ce qu'on doit faire. C'est qu'on est en train de tourner. Si on ne fait pas ça, qui va venir nous libérer? Ouais, on va essayer l'option de dialogue, mais si ça ne passe pas, prenons nos responsabilités. Merci bien. Le président Laurent Gbagbo dit qu'on va sortir. On va prendre les rues. Mais ce n'est pas au moment où on nous attend qu'on va sortir. Donc, actuellement, c'est comme ça étudie d'abord. C'est ce que je dis. C'est l'option politique qu'on essaie. On est en train de dialoguer. On est en train d'essayer de parler. On est en train d'essayer de se faire comprendre. On est en train d'essayer en tout cas, de discuter comme des personnes sensées. Mais, au moment où il sera question de prendre nos responsabilités, là, vraiment, il faudrait qu'on les prenne. C'est ça. Comment dirais-je? Bon, je ne comprends pas quelque chose. Je m'arrange à laisser au moins 2 places pour les gars du RHDP. Mais à chaque fois quand je vais dans les demandes, je ne les vois pas, mais pourtant, ils sont dans les commentaires. Ils parlent. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent qu'écrire. Non, il y a un gars qui est là, il y a Koda qui est là, et puis il lève sa main dans les commentaires. On va lui donner la parole. Voilà. Merci. Koda, prends la parole. Bon, bonjour à tous. Je voulais remercier Monsieur Léo. En tout cas, enfin, je ne sais pas, c'est Monsieur Léo, Blessing Mike. En tout cas, je vous remercie, vous les initiateurs de ce débat. Tout à l'heure, Daniel a parlé du dialogue. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a quelque chose que l'ancienne génération n'a pas réussi à faire et que nous devons réussir à faire, c'est de pouvoir dialoguer, même quand nous sommes de bords différents. Ça, je pars du principe que nous sommes Ivoiriens. Pour notre pays, on doit pouvoir discuter. Argument contre argument. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Même dans une même famille, on n'est pas toujours d'accord, mais on reste de la même famille. Et notre famille commune, c'est la Côte d'Ivoire. Premier point. Alors, pour poser le pied dans le plat, tout à l'heure, j'ai entendu Anderson, j'ai entendu Daniel. Bon, j'ai pris le direct en cours, hein, en cours enfin, ça, c'était déjà entamé. Il faut que vous disiez que la Côte d'Ivoire, là, à un moment, il faut être réaliste. Daniel a parlé tout à l'heure de demi-pain, de un pain. Cher ami, la capacité d'un homme, d'un président, à pouvoir empêcher des attaques extérieures, là, c'est ça qui fait sa force. Je n'ai pas dit que je ne vais pas venir fustiger le président Gbagbo, mais à mon avis, il n'a pas réussi à contrecarrer les attaques venant de l'extérieur. Aujourd'hui, là, toi, Daniel, il faut prendre le contexte ivoirien. Le Mali, le Burkina, la Guinée sont des pays limitrophes à la Côte d'Ivoire, des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, le président Ouattara a réussi par son leadership à préserver l'intégrité nationale. On a eu les attaques de Kafolo. Aujourd'hui, là, les gars du PPACI, là, je crois c'est Picasse. Il est condamné pour quoi? Pour tentative de coup d'État en 2021, pour insurrection. Le président Ouattara a fait, on dit qu'on gouverne, on gouverne contre vents et marées. Il a fait ses preuves. Aujourd'hui, là, vous voyez le niveau de renseignement en Côte d'Ivoire. Abidjan a plus de 40 000 caméras. L'accident qui est arrivé, le malheureux accident de Mola récemment, ça n'a rien à voir avec la politique, mais on a pu avoir les vidéos de surveillance de ça. Aujourd'hui, le pays est surveillé. Vous savez combien de velléités, de volontés d'attaque qui ont été déjouées? Et allez regarder le budget qui est alloué au ministère de la Défense. Moi, je pense que le problème de la Côte d'Ivoire, là, et c'est vraiment, j'ai entendu Anderson tout à l'heure, il parlait, oui, il faut qu'on prenne notre destin en main en tant qu'Africains, c'est par la lutte qu'on se libère, etc. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, etc. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, quand vous vous asseyez là, le Mali qui est ici, ils sont là, ils gonflent leur poitrine. Le Mali même qui dit qu'ils veulent rompre avec la France, actuellement, leur passeport AES, c'est une entreprise française qui doit produire ça. Eux-mêmes, ils attendent. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils n'ont pas encore reçu leur passeport. C'est-à-dire, là où on va confectionner leur passeport, là, c'est en France. On n'a qu'à rompre avec le CFA. On n'a qu'à rompre avec ici. Avoir les discours guerriers, là. Pour nous qui sommes jeunes et intellectuels, il faudrait qu'on sorte de ça. Les Sékou Touré, les Sankara l'ont fait, ça, c'est allé où? C'est allé où? On a besoin des technocrates, on a besoin des personnes qui sont censées. Aujourd'hui, dans l'opposition, le candidat que je juge vraiment crédible, c'est le président Thiam. Pour moi, Thiam a le réseau, il a le bagage, il a le coffre nécessaire pour faire évoluer la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous allez venir nous parler des Goïta, là, Ibrahim Traoré qui est capitaine, il met les généraux en prison. Quand tu fais n'importe quoi, on t'envoie au front. Mais allez-y vous renseigner auprès de vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, allez vous renseigner, il y a une direction qu'on appelle la DARA. Je crois que c'est la direction de l'assistance des réfugiés, un truc comme ça. Allez-y vous renseigner sur la DARA. C'est une direction du ministère des Affaires étrangères. Allez regarder la direction du ministère des Affaires étrangères. Allez regarder le nombre
de réfugiés qui viennent du Burkina et du Mali. Mais c'est des pays qui sont complètement paumés. Leurs leaders n'ont même pas réussi à contenir le terrorisme. L'année dernière, en 2024, l'aéroport de Bamako a été attaqué en plein Bamako. Donc aujourd'hui, quand vous voulez me citer les pays de l'AES comme des héros... Non, attendez. Non, monsieur Anderson, attends. Monsieur Anderson, attendez, j'arrive. Je dois régler un problème d'abord, sinon ils vont sauter le live. Monsieur Anderson, attendez, je dois régler un problème. Et monsieur Léo, est-ce que monsieur Léo est là? Si monsieur Léo, est-ce que tu es là? Si tu es là, pardon, faut quitter sur pause, sinon ça va sauter le live. Oh, je crois qu'il n'est pas là. Monsieur Léo. Oh, vraiment. Monsieur Léo. Monsieur Léo? Oh, il n'est pas là. Ok, monsieur Koda, continuez. Comme j'étais en train de dire, aujourd'hui, là, nous, la nouvelle classe politique ivoirienne, c'est-à-dire nous qui sommes jeunes. Quand je dis jeunes, c'est nous qui avons jusqu'à 40 ans maximum. Il faudrait que nous sortons des débats stériles. Aujourd'hui, là, les discours impérialistes, guerriers, etc., on en a entendu. Il faut arrêter, il faut sortir du populisme. Moi, j'ai de la famille qui vit dans ces pays-là, qui sont certes ivoiriens, mais qui sont allés s'installer pour travailler. Et quand ils vous expliquent le niveau auquel ces pays-là sont paumés, mais vous vous demandez, mais quelle est la réalité? Et moi, je vois des Ivoiriens aujourd'hui acclamer ces pays-là, pendant que ces pays-là fustigent la Côte d'Ivoire. Moi, je vous cache, vous le savez, moi, je suis RHDP. Mais même si c'est Gbagbo qui est président de la République, qui a un autre État, qui manque de respect à mon pays, par patriotisme, là, je soutiens d'abord mon pays. Mais aujourd'hui, ces gens-là applaudissent le Burkina, le Mali, le Niger, qui insultent, qui fustigent l'État ivoirien. Est-ce que vous pensez que la lutte, oui, mais pas la lutte à tout prix? Regardez ce à quoi on assiste dans la classe. Non, Anderson, s'il vous plaît. Anderson, s'il vous plaît. Quand vous parlez, vous allez laisser. Non, Anderson, quand vous parlez, vous allez laisser. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Non, c'est pas, vous n'allez pas me dire des bêtises, vous n'avez rien à m'apprendre. Voilà, vous avez votre opinion, j'ai la mienne. Non, je ne vous laisse pas mon temps. N'interférez pas dans mon temps de parole. Anderson, n'interférez pas dans mon temps de parole. Toi, tu ne vas pas venir me dire des bêtises ici. Toi, tu connais mon niveau intellectuel. Tu ne vas pas venir me dire des bêtises, on a qu'à être courtois. Ou bien parce qu'il vient discuter ici. Tu ne vas pas venir me discuter ici. Tu ne vas pas venir me dire des bêtises. Toi, qu'est-ce que tu connais de plus que moi? Chacun a sa position, respecte l'autre. Il faut respecter l'autre. Tu me laisses argumenter, je répondrai à ta question plus tard. Tu n'as pas coupé mon propos? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu parlais, quelqu'un t'a coupé? Il faut respecter les gens, soyons courtois. Depuis que je suis venu ici, j'ai commencé par saluer d'abord. Et je suis parti point par point. S'il y a un point que tu veux relever, si tu as un stylo, une feuille, tu notes. Quand je finis, tu interviens. Tu n'es pas le modérateur. Tu vas me couper pour dire que tu ne faut pas raconter des bêtises. Donc toi, tu as le monopole de la vérité. C'est comme ça que vous réfléchissez. Et c'est ça là qui fait que la Côte d'Ivoire ne peut pas trouver la paix à cause de votre mentalité. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la vérité. Aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas le champ de quelqu'un. La Côte d'Ivoire est une propriété commune. Elle appartient à tous les Ivoiriens. Mais vous pensez que vous avez le monopole de la vérité. Mais vous pensez qu'il y a des débatteurs chevronnés qui n'attendent que vous, comme repas, pour vous bouffer avec les arguments. Parce que vous pensez que votre vérité, vous avez le monopole de la vérité. Tout le monopole de la vérité.